Bon après-midi, mesdames, messieurs, heureuse de vous retrouver une fois de plus au cœur de l'actualité sur la télévision du monde. Votre émission Tous Azimuts prend son envol et cet après-midi encore l'actualité au cœur du débat, notamment ces projets de loi relatifs à la mise sur pied du Conseil régional au Cameroun et bien sûr déposé en fin de semaine au Parlement camerounais qui annonce la mise au clair définitif, bien sûr, de la décentralisation dans l'ensemble du triangle national. Où en est-on exactement? Qu'est-ce qui est possible, n'est-ce pas, à cette étape de l'avancement du processus lancé depuis 1996? On en parle donc cet après-midi, mais également avant d'arriver à ce plat des résistances qui interpelle au plus haut point, nous aurons l'occasion de nous pencher sur une autre question tout aussi importante, le climat des affaires au Cameroun. Le patronat camerounais qui se plaint de la dégradation du climat des affaires et qui appelle à une mobilisation plus implicite, bien sûr, du gouvernement camerounais pour une clarté et surtout une facilité de processus dans ce secteur d'activité. On aura également des éclaircies sur le cas du député, l'honorable Oscar Ndoumbé, qui a décidé de lâcher l'OSDF depuis octobre dernier et qui, en pleine session parlementaire, est allé s'asseoir au sein du RDPC, suscitant une explosion de colère. On aura également l'occasion d'éclaircir cette possibilité. Est-il possible en pleine session de quitter un parti pour un autre? Il est également question de parler des marchés au Cameroun. Que de marchés brûlés en très peu de temps. Hasard des choses ou une main criminelle. Voilà donc des sujets qui nous interpellent cet après-midi. Un numéro de téléphone, mesdames, messieurs, pour vous permettre d'échanger avec nous. Le 6 99 13 50 75. Bienvenue à vous. Et pour échanger cet après-midi, il y a bien sûr un panel toujours trié sur le volet avec beaucoup de consensus pour vous faire plaisir et surtout apporter des réponses existentielles aux problèmes que nous nous posons tous ensemble. Je vais commencer par accueillir mon extrême gauche. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu sur le plateau de Tous Azimuts. Il est conseiller municipal dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. C'est un homme politique du mouvement progressiste. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, bienvenue. Merci de l'invitation que vous me faites. C'est indépendamment de ma volonté que je puisse pas honorer. Vous savez que pour me nourrir au quotidien, je exerce une activité de transporteur et avec d'autres casquettes. Donc il se fait que je suis un peu rare. Je suis un peu désolé auprès des téléspectateurs. Mais qu'à cela ne tienne, maintenant que je suis là, je donnerai le meilleur de moi-même. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation cette fois. À mon extrême droite, lui également, c'est comme vous, un opérateur économique. On peut comprendre qu'on parlera des affaires, mais c'est surtout le premier vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. C'est toujours un énorme plaisir d'accueillir Cyril Sambaka sur ce plateau. Bienvenue, président. Merci. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de Tous Azimuts. Moi aussi, ça fait un bout de temps que je ne suis pas sur des plateaux de télévision, mais moi, c'est parce que j'ai décidé de me porter candidat aux prochaines élections. Donc, je dois aussi faire, en dehors des plateaux de télévision, le terrain. Donc, je suis sur le terrain et on va alterner. Et ça se passe bien? Ben, je pense que ça se passe très bien. Vous me voyez tous sourire. Je pense que... tel que ça va, je risque de ne pas reprendre ma retraite politique. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite, président Sambaka. Le troisième invité sur ce plateau, lui, représente le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est écrivain, il est juriste, mais il est également conseiller municipal. Monsieur Gilens Herman Tengue Sepo nous fait le bonheur d'être des nôtres. J'ai tout fouillé, hein. Bienvenue, monsieur Sepo. Oui, bien, bonsoir. Vous paraissez surpris? Pas du tout. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous. Salut à mes copanélistes et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Comme l'a dit Hilaire, j'espère que les sujets qui nous seront posés, n'est-ce pas, nous allons essayer de les décortiquer, n'est-ce pas, pour le bonheur des téléspectateurs et qu'à la fin, ils se sentiront assez édifiés. C'est tout le bonheur que nous attendons. Je vais juste ajouter en disant, vous savez, il y a de cela 2 jours, on fêtait
la journée mondiale de la poésie. Vous savez, on est dans un pays où... Et vous êtes écrivain? Malheureusement, c'est passé inaperçu pour beaucoup d'écrivains et beaucoup d'autres auteurs. J'en profite pour dire que l'un de mes derniers ouvrages porte justement, c'est un recueil de poèmes et je profite pour vous... Ah d'accord, merci. Merci beaucoup. Stance d'une aube nouvelle. Absolument. Je prendrai la peine de m'abreuver dans ce bonheur, hein, ce recueil, bien sûr, de M. Julien Sepo. Merci beaucoup du bonheur que vous me faites cet après-midi. Le dernier invité qui se fait un tout petit peu attendre n'est autre que l'honorable Marlise Doualabel, qui serait dans les couloirs. Mais actualité étant précision et l'heure étant de mise, on va commencer les échanges sur ce plateau, déjà avec le premier sujet parlant de ces marchés qui brûlent. Ça interpelle au plus haut point. Plus d'un mois au Cameroun, sans qu'on ait un espace marchand qui vole en fumée. Le nombre des victimes se compte par centaines, ce qui commence sérieusement à préoccuper la population. Et bien sûr, des droits accusateurs se pointent ci et là. Cet après-midi, nous, on essaye d'y voir un peu plus clair. Alors, Président Sambaka, qu'est-ce qui peut justifier autant d'incendies à si peu de temps? Tout simplement parce que les marchés ne répondent pas aux normes. Les marchés ne répondent pas aux normes, on fait du bricolage en réalité quand vous visitez ces marchés. Et quand bien même les marchés ont été construits à Mathusalem, là, les gens se mettent plutôt en dehors des marchés. Et ceux qui sont en matériaux provisoires, comme nous connaissons, qui brûlent tout le temps, ce sont des marchés spontanés où le seul souci, c'est de collecter les taxes. Et moi, je pense qu'on doit avoir un rapport de donnant-donnant. Parce qu'en réalité, si ce sont les communes qui contrôlent les marchés, comme la loi l'indique, quand bien même la communauté urbaine a la main mise sur ces marchés, je dois dire que c'est du donnant-donnant. Il faut qu'ils mettent à la disposition des commerçants des espaces viables. Il faut en même temps qu'ils vérifient, n'est-ce pas, les circuits électriques. Parce que, voyez-vous, ce qui se passe très souvent, c'est que chacun bricole, n'est-ce pas, le courant, comme on dit, et puis on se rend compte après qu'il y a des courts-circuits, il y a ceci, il y a cela. Donc, et chose vraiment scandaleuse, le marché a brûlé. 8 ans après, on a encore le marché provisoire sur la route. Il faut attendre un incendie pour qu'on puisse voir disparaître cela, et sans qu'on ait mis à la disposition des populations. Parce que les commerçants, ils programment leurs produits, ils ont leur intérêt. Mais c'est d'abord pour les populations qu'on fait des marchés. Et quand on fait ces marchés, pour que les populations puissent se retrouver, il faut bien qu'on leur présente quelque chose où eux-mêmes sont en sécurité en allant acheter dans ces marchés. Or, je pense que le dernier marché qu'on a construit à Douala, le marché Lagos, c'est le président de la République qui l'avait inauguré quand il était Premier ministre. Et s'il a fait 36 ans au pouvoir, vous pouvez imaginer quand est-ce que ça date. Ça date énormément. Donc nous ne suivons pas l'évolution. Nous nous contentons du provisoire. Et le provisoire enferme des richesses. Parce que les marchandises qui sont parties en fumée représentent un capital, certes, pour ces vendeurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans plus rien, après avoir pris, probablement après s'être endettés, pour ravitailler les stocks et autres. Donc vous voyez, quand vous voyez tout ça, et vous vous rendez compte que ce qui intéresse notre administration, c'est le paiement des taxes. Hilaire, si on comprend bien, hein, c'est le fait du hasard qu'autant de marchés brûlent successivement au Cameroun ces derniers temps? Non, je pense que le président Sambaka a donné par des expressions simples au que le Camerounais lambda, qui n'est pas un habitué des textes, puisse le comprendre. Une ville, c'est un ensemble de tout. Et je pense qu'une ville doit avoir des structures qui sont en adéquation avec tout ce qu'elle a comme besoin. Donc c'est la durée qui fasse qu'aujourd'hui, c'est presque au même moment que tous les marchés décident... Une fois de plus, non. Permettez-moi, nous qui sommes un peu des urbanismes au conseil, que nous vous expliquons, madame. Bien sûr. Donc je pense que M. Sambaka a dit tout à l'heure la vérité en plantant le décor, en disant donc que c'est du donnant-donnant. Quand vous avez qu'un espace où vous avez des populations qui y sont, ils doivent avoir un certain nombre d'éléments adéquats. Premier élément. Il s'avère que pour se ravitailler au quotidien, on a besoin de l'équipement marchand. Et cet équipement marchand doit être décent, il doit répondre aux besoins des populations. Je fais simple que nous comprenons. Maintenant, la loi encadre ce dispositif tel que nous venons de le dire.
Il s'avère que dans la loi de 2004, les équipements marchands, la commune doit construire, équiper, entretenir les équipements marchands. Vous voyez que, comme disait M. Mbaka tout à l'heure, il est du donnant. Le donnant, c'est de construire, d'équiper et de prendre. Premier élément. Deuxième élément, il s'avère que de l'autre côté, 16 commerçants qui occupent payent un certain nombre de taxes au niveau de l'État. Droit d'occupation de sol, qu'on appelle droit de place, impôt libératoire ou patente, TVA, hygiène et salubrité et d'autres taxes afférentes à l'importation. Pour nous faire simple, pour que les téléspectateurs comprennent. Maintenant, une fois que vous avez tout cela, cela concourt au budget de la commune. Mais maintenant, dans notre pays, on est venu créer une superstructure qu'on appelle communauté urbaine, à qui on a transféré cette compétence. Mais il y a un quiproquo de droit. Parce que le décret qui organise les communes donne la délimitation des communes. Le décret qui organise la communauté urbaine ne lui donne pas un espace limité. Vous ne pouvez pas donc ne pas être propriétaire d'une institution ou propriétaire d'un marché et percevoir les droits de place. Il y a une incongruité. Et c'est cela qui a fait le tollé, si vous avez bonne souvenance, entre les maires d'arrondissement et le délégué de gouvernement à une période. Et je ne pas devant moi ici le mémorandum des maires, pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Donc il y a eu un mémorandum des maires le 9 mars 2016 et j'ai participé à la rédaction de ce mémorandum qui montre que le décret qui attribue l'équipement marchand aux communautés urbaines est un leurre au point de vue droit. Et le Premier ministre n'a pas pu trancher. Et c'est alors que la négligence, les passe-droits et le fait que les gens puissent percevoir un certain nombre d'avantages sans ne pas payer le rétribut font en sorte que ce marché est exposé. Pour ne prendre que le cas du marché central dont M. Mbaka a si bien dit. Construite en 1982, elle était prévue pour à peu près 700 places. Aujourd'hui, ce marché est à 1500 places. Est-ce qu'en surchargeant, on a respecté les dispositions administratives et les dispositions sécuritaires? Non. Construite en 1982, elle n'était pas faite pour avoir des climatisations. Aujourd'hui, il y a des climatiseurs un peu partout dans toutes les boutiques. Est-ce que tout cela est en adéquation? Non. Construit en 1982, c'était pour une population à peu près 400, on nous dit à peu près moins de 500 000 habitants dans la ville de Douala. Aujourd'hui, nous sommes 3 millions. Est-ce qu'elle répond aujourd'hui à être le seul marché central de Douala? Vous voyez qu'il y a autant de questions qui disent. Or, malheureusement, pendant ce temps, les taxes sont crescendo. Et je peux vous dire que dans le mémorandum du maire, ils ont ressorti que l'ensemble des marchés de la ville de Douala contribuent pour 1,7 milliard dans les caisses de la communauté urbaine. On ne peut pas donc percevoir 1,7 milliard chaque année et ne pas entretenir. Cela veut dire que là aussi, il y a un problème. Parce que sur 30 ans, si l'on prend la projection de M. Mbaka, prenons une moyenne seulement de 500 millions, nous pouvons imaginer aujourd'hui qu'on a plus de 18 milliards perçus auprès des commerçants en termes de taxes. En même temps, on n'a pas amélioré leurs conditions. Ma foi, il y a des marchés en attente de construction. Marché de Bonamoussadi, c'est pratiquement la nouvelle ville. Elle n'est pas construite. Réhabilitation du marché de Bonabéry, on en est loin. Marché de Dokpassi, je pense que tout à l'heure, CEPO va y revenir avec la grande mafia qui y règne entre un mariage incestueux entre des exécutifs et le RDPC, ce qui est tout à fait bizarre. Mais je pense que ce n'est pas l'objet du débat. Donc je voulais dire par là que si l'on peut répondre à la préoccupation des commerçants qui veulent des boutiques décentes, il n'en demeure pas moins que les Camerounais veulent avoir des marchés décents, parce qu'il n'est pas admissible qu'on arrive dans un marché, on trouve que les denrées que nous consommons soient pratiquement par terre. C'est inadmissible aujourd'hui. Pourtant, on ne peut pas des mécanismes de partenariat privé-public avec des entreprises améliorer les conditions de vie. Je préfère. C'est vrai que je serais tenté de vous poser une question, peut-être tout à l'heure, hein, qui justifie peut-être justement qu'on fasse brûler ces marchés pour en faire des définitifs. Mais le temps justement de reposer la même question. Assumez vos propos. Hein, non, c'est une question. Personnellement, je n'ai pas d'opinion à donner sur ce plateau. Monsieur Sepo, je continue à écouter en fait le traitement égrené par vos réflexions et je m'appuie dessus pour poser ma question, bien sûr. Monsieur Hilaire Zipan. Monsieur, c'est pour vous également, vous partagez ce hasard salutaire, mine de rien, pour la destruction des marchés, puisqu'à l'issue de chaque marché brûlé, on promet du définitif sur le même lieu et on apporte des indemnités à ceux qui ont vu leurs produits partir. C'est toujours le hasard aussi pour vous. Sauf que,
comme vous dites, après peut-être ça va brûler les provisoires, on construira les définitifs. Sauf que... Non, comme ils viennent de brûler là, peut-être... Au bout des feux répétitifs, on ne voit toujours rien qui sort du sol. Donc il y a une autre mafia derrière cette affaire qui donne l'impression que, justement, peut-être il y a des mains pyromanes derrière les différents feux dans les différents marchés du Cameroun qui a fait croire que c'est une source de revenus pour beaucoup de personnes. Et ces gens n'ont aucun intérêt à voir des véritables marchés définitifs sortis de terre. Je tiens à vous dire, j'ai parfois envie de dire, Rosalie, regardez, lorsqu'on parle des marchés qui brûlent au Cameroun et du feu, j'ai parfois envie de dire, regardez le symbole du parti qui nous gouverne, c'est le feu. Donc le feu ne devrait pas surprendre les Camerounais qui est le feu un peu partout. Parce que parfois, peut-être il faut ça pour mériter vraiment ce symbole. Sauf que, pour être un peu plus sérieux, nous sommes dans une situation où, il l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas penser dans une ville comme Douala, par exemple, qui n'est pas... J'ai toujours dit, le défaut de notre pays, c'est la planification. Vous ne pouvez pas être dans un... où vous ne prévoyez pas des équipements marchands en adéquation avec la montée de la démographie. Il a dit tout à l'heure, on a conçu le marché central il y a de cela presque 40 ans pour 700 boutiques. À l'époque, il y avait combien de la population? Maintenant, qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'on a prévu qu'au fur et à mesure que la ville va s'agrandir, on va mettre sur des équipements marchands? Ce n'est pas le cas. Et maintenant, lorsque les gens se sont parfois débrouillés à créer, à faire ce qu'on appelle parfois des marchés spontanés, on essaie un peu de saupoudrer ça de manière légale pour dire que voilà, un nouveau marché. Mais il n'y a jamais rien, mais alors rien du tout, pour que les équipements marchands sortent de terre. Mais pendant ce temps, on perçoit régulièrement des taxes sur les droits, sur ceci, sur cela. Et à chaque fois que le marché brûle, tenez-vous bien tranquille, on va vous dire, on a fait le recensement, on va demander 5, 10 millions aux commerçants qui se peinent pour payer malgré ce qu'ils ont déjà perdu. Et on dit bon, en attendant, vous vous débrouillez comme ça, on met des choses sur place de manière provisoire, comme disait le président Samba. Et après, quelques temps après, le feu revient. Et comme le feu est revenu, il faut encore recontribuer. C'est-à-dire que le commerçant est devenu une vache à lait pour une catégorie de personnes qui nous gouvernent et qui, à aucun moment, ne songent au bien-être de ces commerçants. Ce n'est pas seulement les commerçants, les usagers des marchés. Il est là dit, lorsque vous allez vous ravitailler dans un marché et que, à peine vous entrez dans le marché, vous voyez les denrées versées au sol. Vous voyez je ne sais pas, vous voyez comment les boucheries, vous voyez dans les boucheries comment la viande est exposée, vous comprenez que dans ce pays, vous vous posez la question, est-ce que ceux qui nous gouvernent sont vraiment camerounais pour s'assurer de ce que... Parce qu'au-delà des marchés, il y va de la santé publique, il y va de la salubrité publique et de toutes ces choses-là. Donc du coup, pour répondre à votre question, on va dire, les marchés brûlent au Cameroun, peut-être, comme j'ai dit, pour entrer en adéquation avec le symbole du Parti du Renouveau, mais également parce que les gens s'arrangent pour que régulièrement il y ait n'est-ce pas, ces sources de revenus-là qui enrichissent un certain nombre de personnes. Je le dis sous le contrôle. Mais quand le feu, quand les marchés brûlent, ça enrichit qui? Je veux prendre le cas, vous êtes à Douala 3e, on a un gros souci de ce côté-là. Il y a un supermarché, je pense que tout le monde voudrait voir un marché, c'est ce qu'on entend demander. Il y a une bâtisse qui est sortie sur terre, on a parlé de marché et on a été obligé de casser des populations. Mais on ne comprend pas. Hilaire vient de dire que les populations veulent des marchés et des marchés bien structurés. Voilà un marché pourtant qui est repoussé par toute une population dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Comment le comprendre? Vous faites partie de l'exécutif de Douala 3. Non, du conseil. Du conseil municipal. Donc, voilà. Vous vous asseyez. L'organe délibérant. Je fais partie de l'organe délibérant, pas de l'exécutif. Oui. Bien... vous êtes impliqué. Bon, disons que pour ce qui est, pour le cas spécifique, n'est-ce pas, du marché de Ndorpassi, il faut reconnaître qu'il y a eu un mariage, on va dire comme ça, là, il y a eu, je veux dire, un mariage incestueux qui ne devait pas avoir lieu entre, je veux dire, l'exécutif municipal et certains promoteurs qui, à un certain moment, vous ont fait croire que non, ils avaient des moyens pour construire un marché et le mettre à la disposition des populations, sauf qu'on a constaté par la suite que ces gens n'avaient absolument rien et qu'ils tous leurs fonds étaient basés sur ce que les populations devaient donner. Oh, je tiens à dire que lorsqu'on a cassé ce marché en 2004, j'étais opérateur de ce marché en 2004, lorsqu'on a cassé ce marché Ndorpassi, à l'époque, j'étais le secrétaire général des commerçants du marché Ndorpassi. C'est moi qui fais le premier plan de ce marché.
Malheureusement, le maire à l'époque, qui nous avait tenu un très bon discours pour la construction du marché. Donc vous êtes fait tromper, c'est ça? Il nous avait tenu un très bon discours. Non, le FECOM a déjà, le financement sont là. Il était question que les commerçants, du moins les aspirants aux boutiques, devaient verser une certaine somme de 500 000 à l'époque et tout, parce que le FECOM devait être progressivement. Mais sauf que ce projet, après on a, je vais dire, je peux prendre le mot hein, comme ça, on a escroqué, comme on le dit au quartier, les commerçants, qui jusqu'aujourd'hui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et du coup, lorsque ceux-ci sont représentés pour dire, bon, on va refaire le... Étant donné que c'était un vieux projet, beaucoup de commerçants ont trouvé ça comme salutaire. On s'est dit qu'enfin, si on peut avoir un bon équipement marchand dans notre espace, pourquoi pas? Sauf que le projet, tel qu'annoncé au départ, au fur et à mesure qu'il avance, on constate que ce n'était pas trop ça. Et du coup, les commerçants se retrouvent... Non seulement, ils n'en ont plus, ils n'ont pas les moyens de payer, ce qu'on leur demande pour cet espace-là. Lorsqu'on fait le calcul, et je ne vais pas vous rentrer, n'est-ce pas, dans nos débats au conseil par rapport à ce marché, puisque j'ai soulevé un certain nombre de griefs pour ce marché à l'ouest. Mais à chaque fois, on a tenté de me rassurer. Non, monsieur, c'est pour rassurer vous, les commerçants. Mais sauf qu'à la fin, on constate qu'il y avait toute une, je vais dire ça, toute une nébuleuse au départ. Et qui fait que jusqu'aujourd'hui, on est dans la situation où nous sommes. Et pourtant, je rappelle qu'il y a quelques jours, on a encore cassé le reste du marché et même les domiciles arrière, hein, toujours pour agrandir ce marché de Ndokpassi. Le temps d'accueillir le quatrième invité qui nous a finalement rejoint, l'honorable Marlise Douala-Bel. Bienvenue, honorable. Merci et puis bonjour à tous mes copanélistes. Je ne suis pas très habituée à vous voir en retard, honorable. C'est vrai, mais j'avais plusieurs événements. Nous sommes en session et quand on doit faire face à nos engagements locaux, c'est généralement plusieurs engagements qui s'enchaînent. Et nous avons eu une grande cérémonie à la chefferie du canton Bel ce matin, qui était très courue et une très belle cérémonie. Et après cela, il y avait mon collègue, l'honorable Onakono, qui restituait j'allais dire des bâtiments qu'il avait offerts à l'hôpital de district de New Bel. Et donc tout cela, forcément, c'est difficile après d'honorer ces engagements, donc je vous présente mes excuses. En tout cas, je suppose que les messieurs sur le plateau sont assez élégants pour les accepter. Et on va vous accueillir justement sur le sujet que nous avions sur la table. On parle des marchés qui brûlent à Douala. On essaye de comprendre pourquoi autant de marchés successivement. Bon, récemment, on a Congo, on a Elikdio à Yaoundé, donc ce n'est pas que l'affaire de Douala. Pourquoi autant de marchés qui brûlent, à votre avis? Bon, j'ai eu à rendre visite aux commerçants, par exemple, du marché Congo, après le sinistre qui a eu lieu, et j'ai discuté avec certains d'entre eux, et de cette discussion, je retiens deux choses. Premièrement, la précarité qu'il faut constater, et cette précarité les expose forcément aux accidents, et notamment les incendies du fait des branchements électriques et du non-respect des normes et des standards. Évidemment, on ne peut pas respecter les normes et les standards quand on est dans un environnement de précarité. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que au fond, il faut qu'on réfléchisse à une autre forme d'équipement marchand. Du coup, les marchés brûlés vous arrangent aussi? C'est pas ça. Je ne pense pas qu'ils puissent nous arranger parce qu'ils... une fois qu'ils sont brûlés, on n'a même pas besoin de déplacer les gens, on construit. Non, mais les gens sont dans la détresse et ça ne peut pas nous arranger. Mais maintenant, moi, ça m'a quand même interpellée et je me suis demandé, est-ce qu'entre le marché du village et le marché de la ville, il n'y a pas une situation intermédiaire qui pourrait convenir à cette forme de production de richesse et de vie commune, sociale et tout. Parce que dans les villages, le marché, il est au coin de la rue. Hein, parce qu'il faut qu'il soit accessible, parce qu'il faut que les gens puissent transporter les marchandises sur le site et que les populations puissent avoir un accès aussi facile. Oui, voilà, les riverains puissent se rendre au marché sans gros efforts. Mais est-ce que dans une cité, est-ce que dans une ville, c'est normal d'avoir le marché en plein
en pleine cité. Bon, j'ai vu, par exemple, en Occident, généralement, les marchés sont des marchés ambulants et qui se déplacent sur la semaine d'une localité à une autre. Mais parce que là-bas, ils ont les moyens de conservation qui font qu'on peut faire son marché une fois la semaine et conserver ses produits. Non seulement ils ont le pouvoir d'achat mais ils ont aussi des équipements qui leur permettent de faire de la conservation. Donc vous nous voyez au Cameroun avec des marchés ambulants. C'est difficile, justement, c'est difficile. Alors je me dis, la réflexion est quand même à mener parce que chaque fois qu'il y a un sinistre aussi récurrent sur nos différents marchés, il faudrait que ça prenne une réflexion poussée pour qu'on trouve la bonne formule qui mette à l'abri les commerçants, qui fasse en sorte que les populations puissent aisément se procurer les vivres et qui fasse que les gens soient quand même installés décemment parce qu'ils investissent plusieurs millions. J'ai compris en discutant avec les gens que rien que dans le marché Congo, là, il y a des gens qui sont propriétaires de ces petits box que vous voyez et qui les louent à des millions et que les autres louent simplement pour avoir un espace pour exposer leur... Donc il y a tellement de choses derrière cette activité-là que pour moi, ça prendrait une réflexion locale et puis partagée avec plusieurs acteurs. Donc, on va prendre le temps de réfléchir et pendant ce temps, M. Mbaka, on est mal. Oui, je voudrais dire à la suite de l'honorable Marlise Doualabel que effectivement, quand nous parlions tout à l'heure, c'était à propos de tout cela. Vous voyez, quand vous ne savez pas entre la commune d'arrondissement, le délégué, comment on les appelle, de la communauté urbaine, n'est-ce pas, qui doit être celui? Si c'est le maire, forcément, il a été élu par les populations. Il a donc une obligation d'avoir une mission et un programme. Il sait qu'il a été élu par les populations et qu'il doit tout faire pour régler le problème de ces populations. Mais dans notre pays, on a un autre sens de la gestion commune. La gestion commune, chez nous, c'est que chaque délibération, on doit inventer une nouvelle taxe pour rentrer de l'argent. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on donne à ces populations. Quelles sont nos obligations par rapport à ces populations. Par rapport même à ceux qui payent. D'où, vous voyez, quelqu'un qui s'approprie des box alors que ce n'est pas chez lui. Et il se met à sous-louer à d'autres personnes très chères. Alors il dort chez lui, il gagne de l'argent sur le dos de l'État. Donc tout ça pose un problème. Mais ça interpelle d'abord les citoyens camerounais. À plus de citoyenneté, nos populations ont besoin de plus de citoyenneté pour comprendre que toutes ces structures-là, ça doit être au bénéfice des populations. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai un conseil municipal à Douala Premier ici. Moi, je suis à Douala Premier depuis très longtemps. Et il fut un temps, ici, en 1964-1965, où nous n'avions pas de moustiques, nous n'avions pas de rats. Parce qu'il y avait un service d'hygiène à la commune qui s'occupait de toutes ces choses. Aujourd'hui, en tant qu'opérateur dans Douala Premier, je connais que les taxes qu'il faut payer. Vous voyez? Mais je m'étonne et je m'interroge sur quels sont les services que la commune rend aujourd'hui aux populations. Et on va y arriver parce qu'on est en train de nous parler d'une certaine décentralisation. Vous comprenez? Donc, est-ce que nous sommes là pour imiter le pouvoir central? Parce que le pouvoir central, lui, c'est comment faire pour avoir le budget de l'État. Donc, pour avoir le budget de l'État, c'est sur les impôts, c'est sur ceci, c'est sur cela. Maintenant, on a nos communes. Nos communes passent leur temps à imiter l'État central, à créer des taxes, etc., etc. Les populations souffrent, les populations sont envahies. De l'autre côté, nous avons des marchés qui brûlent et on ne sait pas entre la commune d'arrondissement et le délégué du gouvernement qui s'en occupe, qui est chargé de régler ces problèmes-là. Vous voyez? Donc, on s'est encaissé les fonds. Quand il n'y a plus de fonds, on augmente les impôts, comme l'augmentation générale que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de mettre au service des populations des infrastructures qui leur permettent de vivre décemment. De ne plus avoir à s'empoisonner que d'aller acheter dans nos marchés.
Maintenant que les grandes surfaces sont arrivées, les grandes enseignes internationales sont arrivées, où la tomate, quand vous achetez là-bas, c'est bien lavé. Est-ce que vous voyez un peu nos commerçants? Comment est-ce qu'ils vont se retrouver dans des situations difficiles? Parce qu'il n'y aura plus d'intermédiaires. Les grandes surfaces vont acheter chez le producteur. Ils vont avoir un circuit de nettoyage. L'usager, lui, il s'en va. Il trouve que c'est moins cher même qu'au marché. Et puis, qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut une réflexion par rapport à tout cela. Où va notre pays? Où va notre commune? Vous voyez, c'est important d'avoir cette réflexion, de ne pas seulement constater les incendies et le chômage, mais de pousser plus loin pour voir comment notre vivre ensemble peut devenir quelque chose de réel. D'accord. Pour rester, hein, on est toujours dans le même sujet avec nos chers marchés. Bon, maintenant que les marchés brûlent, le gouvernement est en train de réfléchir à comment nous faire des bons marchés. On réfléchit à une bagarre entre la communauté urbaine et la mairie. Finalement, la population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure, elle reçoit pour la Tangandi qui donne un peu d'argent, mais en attendant, ce n'est pas la solution. Et on annonce, tous les délégués annoncent des marchés définitifs sur les mêmes sites qui ont brûlé. Pour l'instant, les populations sont là. Dans la troisième, ce sont les larmes tous les jours. On ne compte plus. Non, je pense que la clarté d'une disposition légale empêche l'ambiguïté. Et ce n'est pas anodin que le législateur a attribué la gestion de l'équipement marchand à la commune. Mais par un tour de passe-passe, M. Mbaka, on a pris un décret, on a retiré ce dispositif et on a envoyé à la communauté urbaine. Et comme vous le dites si bien, le délégué du gouvernement n'est responsable de rien. Et c'est encore là une autre incongruité de notre décentralisation. Il est inadmissible que moi je me fais élire par une disposition légale qui est la loi, et je me fais commander par un homme nommé par décret. C'est l'incongruité de cette décentralisation. Je commence par là pour que vous compreniez très bien. Le délégué du gouvernement est en fonction depuis 12 ans. Quand vous cumulez l'ensemble des sommes gérées par la communauté urbaine, oh ma foi, quand vous prenez le besoin, la nécessité qu'il faut pour avoir un équipement marchand, c'est moins de 7 milliards pour ce qui est du marché Congo. Rosalie. En 2012, 2014, 2015, le cumul des excédents, ce qui en fait est une sous-consommation de la communauté urbaine, avoisine 16 milliards. Le cumul des excédents, ce qu'ils appellent excédent. Mais en fait, c'est la sous-consommation, 16 milliards. Vous ne pouvez pas avoir une ville, un besoin urgent de 7 milliards, vous ne trouvez pas. Mais vous gardez 16 milliards. Ça veut simplement dire qu'ils sont amnésiques et ils n'ont pas de vision. C'est tout. Entre le projet et là, le président Biya, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que nous manque-t-il? Que nous manque-t-il? Comment les gens peuvent réussir là d'où nous on échoue? Et c'est ce cri de cœur là. Parce qu'en fait, il s'agit qu'il faut mettre en place un plan et une programmation. C'est Paul a dit, une programmation. Et je peux vous dire, pour vous dire que le premier budget trinal a été implémenté par la communauté urbaine. Mais aucun projet n'est sorti du terrain. Une fois que j'ai dit ça, je voulais renvoyer à deux petites choses. Je vous ai dit tantôt que l'ensemble des taxes cumulées, c'est dans le mémorandum des maires. Mémorandum des maires est de 1,7 milliard par an. Et il demandait une plateforme de répartition à l'époque, signée par l'ensemble des maires de la ville d'Ola. Nous sommes en 9 mars 2016. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Ceux qui ont été brûlés au marché Congo, c'est ceux qui avaient été brûlés il y a 8 ans. Donc ça, c'est mal rebrûlé. Exact. Ça dit que c'est du provisoire qui sont encore rebrûlés. Et quand j'écoute Marlise, avec tout le respect que j'ai pour elle, dire qu'elle allait prendre le pouls, c'est vrai. Ça, c'est pour apporter du chagrin, du réconfort, de la charité. Mais on n'a pas besoin de la charité, on a besoin de la solidarité. Et la solidarité, c'est la répartition juste de l'ensemble des taxes ou la répartition juste d'une richesse dans une ville. Or, il y a une poignée de gens, il faut le dire, qui se sont accaparés l'ensemble des budgets. Et là, ça m'a permis d'embrayer dans la question de Samba Kassiri.
À la commune de Douala premier, M. Sambaka Cyril, on dépense 48 millions pour destruction d'animaux nuisibles. 48 millions. Donc apparemment, les destructeurs, chaque année, on les voit destruction d'animaux nuisibles. C'est en fait, ça veut dire qu'on a pulvérisé dans l'ensemble des quartiers pour éliminer les moustiques et les bas-fonds. On dépense à peu près 78 millions pour curer les carnivores de Douala premier. En ce qui concerne la commune. Bon, simple question, je vous redonne votre parole. Ce que vous êtes en train de citer, c'est ce qui est écrit sur le document. Ah, oui, c'est important, hein, parce que... Oui, ça c'est le compte administratif, je ne parle pas du compte budget, je ne parle pas des prévisions, je parle du compte administratif, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a prévu, ce qu'on a dépensé réellement. Et lorsque vous arrivez au conseil, vous posez la question, ça a servi à quoi? Destruction d'animaux nuisibles. D'accord. On ne vous explique pas. Et c'est justement ça. Parce qu'à l'époque, comme il le dit si bien, nous avons tous né à Douala, grandi à Douala, on pulvérisait dans les quartiers. Il y avait des semaines, des séquences. Ce budget existe encore. Mais à la seule budget, que par un tour de passe-passe, les gens aspirent cet argent. Et ils sont donc des clients potentiels du DCS. Ce n'est pas l'objet du débat. Il faut donc continuer en disant que on ne peut pas continuer ainsi. Pourquoi? Parce que, Mbaka l'a dit, les grandes enseignes aujourd'hui, nous sommes en concurrence avec les grandes enseignes. Et les grandes enseignes sont réducteurs en termes emploi. Et bien, je vais vous aider encore, Rosalie. Vous avez le boulevard de la République, le prolongement, où nos frères, il ne faut pas les décrier, qui sont des Asiatiques, ont privatisé complètement l'activité sur ce point-là. Et ça se fait sur la voie publique. Et ça nourrit le désordre urbain. Et il faut le dire aussi. Ça veut dire que si nous n'avons pas les marchés adéquats, conséquents, cohérents, nous ne pouvons pas lutter contre le désordre urbain de la ville de Douala. Parce que, voyez, je veux sortir par là, on ne soigne pas un pauvre. Il n'y a pas un remède qu'on boit, on n'est plus pauvre. On trouve les solutions aux problèmes du pauvre. Et trouver les solutions, c'est une planification, c'est une collecte, c'est une répartition juste de la richesse nationale. Et ceux qui sont là en responsabilité aujourd'hui sont des gens du passé, dépassés, qu'il faut changer parce qu'ils ne servent plus à rien. D'accord, d'accord, Hilaire. Monsieur Sepo, votre proposition justement pour qu'on n'ait plus de marché qui brûle, on en a qui sortent de partout. Vous avez sûrement une idée également pour qu'on n'ait plus ce genre de situation et qu'on ait des Camerounais qui puissent faire du commerce au Cameroun dans des conditions beaucoup plus adéquates. Absolument. Je pense que sur ce point, il l'a dit, lorsque la légalité a tranché, on réfléchit, on ne spécule pas. Donc c'est la base de tout. Il y a un décret du Premier ministre de 2015 qui dit bien dans les villes comme Douala et autres, les marchés sont gérés par les communes. À partir de ce moment où ces marchés sont retrocédés par les communes et que le maire fait, Sam l'a dit tout à l'heure, le maire fait qu'il est élu sur la base d'un programme. Il doit offrir un marché à ses populations. À partir de ce moment-là, on va faire le maire peut programmer, je vais construire, je suis à Douala 3e, je peux dire, si demain je suis maire, je vais dire, je vais construire un marché au niveau de Yassa. Je vais trouver à ce moment, je vais mettre un marché moderne à la disposition de mes populations. Ils n'auront pas, les populations, c'est vrai, on a parlé de la prolifération des grandes surfaces qui arrivent, qui jouent un peu, n'est-ce pas, concurremment, l'honorable l'a dit, et qui sont même moins chers. Sauf que, comme on l'a dit, c'est un réducteur d'emploi. Vous ne pouvez pas penser un matin quand vous allez annuler les marchés pour recruter toutes ces femmes qui vont dans ces marchés pour les recruter dans les grandes surfaces. C'est impossible. Donc la solution consiste en quoi, Rosalie? Consiste à faire des marchés modernes qui font bon vivre, qui sont propres, où les citoyens vont prendre les choses, vont s'approprier, n'est-ce pas, la propreté et tout en bonne situation, où les autorités publiques, tout en confisant ces équipements marchands, font également dans la prospection. Sache qu'à telle période, cet équipement sera dépassé parce que la population, entre-temps, aura grandi. Donc, il faut programmer que si on a fait un marché de 500 places à Yassa aujourd'hui, pour le nombre de... Il faut prévoir que dans 10 ans, on va construire un autre marché de une place peut-être à 5 km de là. Sinon, vous allez toujours avoir de l'engagement. Et ce n'est pas, on a parlé tout à l'heure, il y a suffisamment de taxes que les populations payent. Mais en retour, quels sont les services que les pouvoirs publics leur rendent actuellement? Absolument rien. Vous allez finir tout le monde. Vous n'êtes pas capable de dire ça. Même ici à Douala premier. Parce que nous autres, à Douala 3e, on peut dire la bourse, on se dit que non, Douala premier est mieux logé, il y a la dératisation, il n'y a pas de moustiques là-bas et tout. Mais il suffit de faire un soir à Bonaprison en une soirée, vous allez voir les costauds moustiques comme ça, vous pouvez même vous rentrer en cause là. Donc, vous constatez subitement que
les services municipaux de base ont disparu. Maintenant, quand la communauté maintenant s'y mêle en spoliant les communes, bon, c'est vrai qu'on les défend pas parce qu'on ne fait même le peu qu'ils ont déjà, on ne sait pas ce qu'ils font de ça. Mais il aurait fallu au moins qu'on leur retrouve pour qu'ils puissent justifier, n'est-ce pas, où vont faire. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que on sera à un début de solution. Ainsi, l'honorable, au lieu de faire une descente de sympathie auprès de la population, va faire un compte rendu parlementaire, va dire voilà ce que nous avons prévu pour vous, pour la prochaine fois, ainsi de suite. Que d'être tous les jours auprès d'un ministre de la République qui va venir dire que vraiment, je suis venu suivre là. C'est pas ça leur rôle. C'est pas ça leur rôle. Leur rôle consiste à mettre des équipements adéquats à la disposition des populations et maintenant encadrer, n'est-ce pas, comment on dit ça, encadrer l'espace de manière que cet espace reste viable pour tout le monde. Bon, en attendant, hein, même quand on construit un matériau définitif, un incendie peut toujours s'y déclarer aussi. Honorable. Non, je l'ai juste dit en passant. Je voulais juste dire tout simplement qu'à l'époque, je ne vous ai pas dit. En 30 secondes. Oui, à l'époque, il y a une société ici, je ne vais pas faire ça, qui prend des dispositions. Dans un marché comme celui-là, il y a des bouches. Chaque boutique est censée avoir un extincteur. Il y a des bouches d'incendie qui sont fermées. Et les autorités le savent. Ils ne font rien pour ça. Donc, autant des populations ont une part de responsabilité parce que les fils... quelqu'un qui pense à la responsabilité. Parce que les fils sont en toile, on ne sait pas d'où ça sort. Autant les autorités devraient prendre après le corps cette affaire et dire au moins, on leur donne d'abord d'équipements modernes et ensuite on verra. Honorable. Oui, non, mais sauf mauvaise foi, hein. Et j'aimerais croire que ce n'est pas seulement ça qui anime mes copanélistes. La mauvaise foi? La mauvaise foi, parce que avoir qualifié ma descente sur le terrain simplement de la CIA. On a dit que c'est la charité. C'est le label du RDPC. Ce n'est même pas la charité. C'est d'abord la compassion. Ouais. Ensuite, c'est l'écoute. C'est l'observation. Parce que après, pour être pertinent, pour participer à la résolution du problème. Parce que généralement, quand un problème se pose, il n'y a pas un seul acteur qui intervient dans la résolution du problème. Donc les acteurs viennent de partout et moi, je me considère comme un acteur qui doit contribuer à la résolution du problème. Sauf que pour être pertinent, il faut que j'ai les bonnes informations, que je sois factuel, que je sache exactement ce qui s'est passé, quelles sont les attentes, etc. etc. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, croyez-moi, ce n'était pas seulement pour aller leur dire Asia et tout ça. J'ai quelques numéros de téléphone parce que c'est mon marché favori. Je suis là-bas tous les jours pour trouver les nouveaux tissus bon marché qui peuvent me permettre de confectionner mes cabas. Mais j'ai pensé qu'il était bon d'aller comprendre ce qui s'est passé là-dedans. Deuxièmement, je voulais embrayer sur la responsabilité aussi collective. Parce que nous venons tous à 80% de l'arrière-pays. Et nous devons faire l'effort de nous adapter dans une cité. Une cité, une ville, ce n'est pas le village. Je donne pour exemple, quand au village, vous finissez d'éplucher votre plantain ou d'enlever la peau de votre plantain, vous balancez le contenu de votre assiette avec l'eau qui y est derrière. Parce que ce n'est pas un acte d'incivisme, c'est participer j'allais dire, à l'écosystème et faire en sorte que le jardin potager soit fertilisé, etc. Donc, le geste a un sens. Par contre, quand on se retrouve en ville, ce même geste n'a plus de sens parce qu'il va participer à l'insalubrité et donc à l'inconfort et aux problèmes de santé que nous pouvons vivre dans la cité. Donc, il y a effectivement un travail d'adaptation que nous devons faire et ce travail d'adaptation doit être encadré par les différents leaders que nous sommes, à commencer par la municipalité. Maintenant, par rapport au sujet qui nous préoccupe, une chose est certaine, il nous faut manger. Parce que nous ne savons pas tous aller chercher la nourriture là où elle se trouve. Nous allons donc tous nous retrouver dans ces marchés où nos concitoyens nous proposent des vivres, etc. Et ce marché ne doit pas être seulement confortable pour nous qui venons acheter, mais pour ces femmes et ces hommes qui y passent 8 heures par jour. Donc c'est une réelle préoccupation. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'un marché comme le marché Congo existe en pleine cité?
avec l'installation qu'on connaît, avec des matériaux qui sont absolument inflammables, on dit. Ouais. Inflammables. Oui, oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et sans qu'il y ait des précautions comme par exemple l'extincteur, les bouches d'incendie accessibles, etc., etc. Moi, je dis non. Ce marché ne devrait plus être à cet endroit. Sans compter tout le désagrément des populations riveraines. Il y a des gens qui m'ont dit là-bas, honorable, moi je ne vends même pas au marché, mais je suis solidaire parce que ce marché, il fait partie des problèmes de ma vie. Pour que j'entre chez moi, je gare ma voiture à Fokou du côté de la douche et je marche à pied à l'intérieur du quartier pour rejoindre mon appartement. C'est quand même pas croyable. Il faut, s'il doit revenir à cet endroit, que cet endroit soit viabilisé et tracé de manière à ce que, et nous les clients, et les vendeurs et les riverains, chacun puisse y vivre de manière confortable. Si vous n'avez pas été élu par le peuple, c'est difficile d'appliquer cela. Parce que vos analyses sont très bonnes. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais le problème qui se pose, c'est que celui qui est en charge de cet espace n'a pas de compte à rendre à la population. Du coup, voilà là où le problème se pose. Oui, mais je voudrais donner peut-être 2-3 informations. Ben, la parole était à l'honorable. L'honorable ne voulait pas accorder M. Hilaire-Zipan. Elle doit aller au bout. Pour justement être au cœur de toute cette réflexion, j'ai parlé à M. le préfet du Vouri que j'aimerais bien faire partie de la réflexion qui est menée, certainement en tant qu'observateur d'abord, parce que c'est l'administration qui pilote. Nous ne pouvons pas, nous, l'exécutif, nous substituer au travail qui est le leur. Mais comme nous sommes les oreilles et les yeux du peuple, c'est normal qu'on soit présent dans ce type de rencontre. Maintenant, concrètement, à mon avis, nous devons absolument, déplacer ces marchés, ils ne sont pas à leur place. Deuxièmement, construire des marchés et encourager aussi les populations à entrer dans les marchés. À Douala 3e, effectivement, on connaît ce phénomène où le marché est construit. Qu'est-ce qui se passe comme problème? Est-ce que les gens n'arrivent pas à accéder aux locaux qui sont disponibles? Parce qu'on les retrouve tous sur le trottoir à gêner les passants qui doivent utiliser cet espace créé pour les piétons. Je vais vous faire l'économie. Les locaux apparemment coûtent excessivement cher. La dame qui vend la tomate ne peut pas s'offrir une table à l'intérieur. Il lui faut 3 à 4 millions, ce qui n'est pas à sa portée. Celle qui vend les condiments, même chose. Hein. Donc du coup, il ne faut qu'être capable de s'offrir une grosse boutique, pour peut-être des cosmétiques et tout, pour acquérir une petite boutique à 6 millions, voire 10 millions à l'intérieur de cet espace marchand, ce qui fait que toutes les populations à Douala 3e, j'ai eu à vivre des scènes extraordinaires, sont obligés de s'asseoir au bord de la route avec toute leur volonté. Il y en a qui ont pleuré, oui, on veut bien, mais acheter une petite table comme ça à 3 millions, c'est pas possible. D'où la chance qu'on a d'avoir M. Sepo. Comment comprendre qu'on fasse un truc pour les populations? On a tout cassé jusqu'à les mettre à la rue. Mais finalement, personne ne peut payer. Les tables sont là vides. Quand tu fais tes courses à l'intérieur, tu marches, tu vois des tables vides. Mais pourtant, les populations pleurent, assises au bord de la route. Ils ne savent pas où aller. 3 millions pour une table, avec le coût de la vie au Cameroun, c'est compliqué. C'est compliqué. Je voudrais vous donner 2 petites informations à l'endroit de l'honorable Malice Bell. Très cher honorable, peut-être qu'on ne suivait pas l'actualité, mais je me fais parfois l'occasion de suivre parfois l'histoire. Le marché Congo. Il y a eu la pose de pierre du ministre Nganou Djoumessi. Pose de pierre. Il y a eu la pose de pierre du ministre Maglo à Tangana. Pose de pierre. Il y a eu la pose de pierre de Betty Assomo. Pose de pierre. Il y a eu la pose de pierre de Paul Nassiré Beya. Pose de pierre. Il y a eu la pose de pierre de Mbaché. Pose de pierre. Il y a eu 5 membres du gouvernement, au moins 3 membres du gouvernement, qui ont fait des poses de pierre. D'accord. Premier élément. Peut-être que vous n'avez pas l'actualité. Premier élément. Deuxième élément que je voudrais dire à votre endroit. Ce n'est pas tant que l'argent manque. Quand vous prenez la loi partenariat privé-public, je vous rappelle à suffisance que j'étais rapporteur de la commission des ordres du Grand. Je travaille ce dossier dans le fond. Ce n'est pas tant l'argent qui manque. Parce que les banques sont d'accord, sont preneurs. Les microfinances sont preneurs. Mais on a créé un labyrinthe à l'intérieur. Une Gestapo, une mafia, telle que il n'y a que le délégué du gouvernement qui sait où il va. Je vous le dis avec l'indication de la responsabilité. Et je voudrais sortir parce que je suis en disant donc c'est bien comme vous avez besoin d'y aller, mais bienvenue en enfer.
J'espère que vous avez la carapace pour tenir face aux propositions de magouille qui existent dans ce sein-là. Alors, je vous prends un cas très simple. Entre la solidarité et la charité, j'ai bien utilisé mes mots. On doit choisir, enfin un choix. La ville doit être solidaire. On doit laisser personne sur le carreau. Ça, c'est l'option. Je pense que c'est ce que vous voulez. On doit pouvoir mettre la possibilité à chacun de puisse trouver son bien, tout en respectant le vivre ensemble et les lois de la République. Mais madame, lorsque les gens se mettent ensemble dans un GIC, décident que nous allons améliorer notre espace dans le partenariat privé-public, et que l'autorité de tutelle refuse ce partenariat pour confier à un personnage, oh mon Dieu, qui sort on ne sait d'où, et qui réalise le projet pour vendre plus cher, ça veut dire simplement qu'en sous-main, les gens ont pris de l'argent. Il n'y a pas un autre discours pour expliquer cela. Il y a simplement que tout le monde adore beaucoup de gens. Je ne peux pas vous dire le nombre de communiqués, le nombre de dossiers, le nombre de prestations, le nombre de visites que le délégué de gouvernement fait dans l'équipement à Champ de Ville. Voilà. À moins que vous regardez par la télévision, c'est son jeu favori. Bonsoir, c'est Étoile depuis Moumé à l'ouest. Ce conseiller municipal a tout à fait raison. Bonsoir le panel. Monsieur Mbaka et Zipa ont pleinement raison. Tout ce qui intéresse les dirigeants communaux, ce sont les taxes. Ils ne protègent pas leurs commerçants des aléas. Bernard depuis EDEA. Bonsoir à vos invités. Bonne analyse de Monsieur Zipan. La communauté urbaine est une grosse entorse à la décentralisation Bouemba Yannick de Yaoundé. Salut Madame Rosalie, j'aime votre émission et bon, là c'est moi ça. Salut Madame ici. Nos marchés sont construits à la hâte et ils ne répondent pas aux normes internationales. Tout est anarchie et aucun entretien. Ces marchés croupissent sur le poids de l'âge. On s'attend à quoi? C'est ça le Cameroun. Vivons seulement. C'est Ulrich de leur paume. Merci pour les compliments. Quelle est la tribu qui dérange aujourd'hui? Quelle est la tribu qui occupe majoritairement les marchés? Comment faire pour ralentir la meute? Le feu. Benjamin de Yaoundé. Bonsoir à vous, plus particulièrement à M. Hilaire de la part de Karine. Bon, elle a besoin de votre numéro, Hilaire. La belle émission que l'examen du marché central de Yaoundé construit en matériaux définitifs par le feu André Fouda, face tache d'huile, Antonin Tonnet. Ce marché a plus de 40 ans d'âge. Bonjour, bonne émission. On ne peut plus tromper le peuple. La décentralisation avec les délégués du gouvernement, les conseillers municipaux éternels qui vont voter les régions avant les municipaux. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ces incongruités. Quel pays? C'est l'Inde depuis Idia. Good day all of you in the studio. Our leaders are not Cameroonians. I have the feeling that they are the people burning this market. I'm sure that the enemy of Cameroon are all around Paul Biya. Les marchés brûlent parce que la malgouvernance a atteint un niveau très élevé au point que la goutte d'eau risque de déborder le vase et entraîner une cassure sociale. C'est Alain depuis Douala. On va prendre un tout dernier avant de repartir. Solution. Avec la même intensité et volonté qui a animé dans la construction de nouveaux stades, on peut se donner comme priorité la modernisation de nos infrastructures marchandes. Et en prenant une décision ferme avec un calendrier précis, on peut véritablement construire des marchés aérés, modernes et adossés aux normes, aux bénéfices de tous et des commerçants et des usagers, aussi des pouvoirs publics, surtout que force doit soit rétrocédée aux maires. On va avancer dans cette émission. Le sujet, il est alléchant, il va revenir avec la décentralisation, donc on va avancer. Il faut dire que la séance plénière tenue le 19 mars a été marquée par une passe d'armes entre le RDPC et le Social Democratic Front. Le député SDF Oscar Edimo Doumbé a rejoint le RDPC en pleine session à l'Assemblée nationale. Une situation, on va dire, de l'inédit dans le Parlement camerounais. Honorable, vous êtes député de la nation. Cette admission était normale? Alors, d'abord, moi, j'aime beaucoup quand il y a ces animations dans l'arène, parce que ça fait partie de notre vie de parlementaire. Deuxièmement, en général, ça nous permet d'apprendre. Alors, dans ce qui s'est passé, le RDPC n'a aucun problème. Le groupe parlementaire... Non, je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des faits.
l'honorable Edimo a démissionné officiellement. Le 5 octobre 2018. Voilà. Tout le monde l'a vécu et ça a été formalisé. Donc, il est passé du SDF au RDPC. Maintenant, arrive la nouvelle session et comme de tradition au mois de mars, on remet les bureaux en place. Et au moment où on a fini de voter les bureaux de commission parlementaire, il faut maintenant que chaque groupe parlementaire alimente ou alors mette des ressources dans ces différentes commissions. Alors, au moment où on parle donc de notre honorable collègue et qu'on signale qu'il est désormais, il fait partie d'une autre commission, le SDF s'insurge pour dire que ce n'est pas normal si l'honorable camarade Edimo a démissionné, son suppléant devrait le remplacer. Or, il n'y a plus de mandat impératif. Ça n'existe plus. Ça existait, mais ça n'existe plus. Et on a une jurisprudence, celle de Aya Abiné, Paul Aya, qui a quitté son parti, a créé un parti, il est resté député jusqu'à la fin. Donc, l'honorable Edimo reste député jusqu'à la fin du mandat. Mais député RDPC, cette fois. Député RDPC. Alors, la subtilité, c'était quoi? C'était que ce soit le RDPC qui le mette maintenant dans une commission, en libérant le poste qu'il avait dans la commission éducation et en laissant donc l'opportunité au SDF d'y positionner un remplaçant. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on a débattu, il y a eu une tentative d'entrave, etc. Mais elle n'a pas pu prospérer parce que les textes ne donnaient pas raison au SDF. Donc, on pense que c'est un incident clos et que désormais, donc, notre camarade Edimo continue à être député jusqu'à la fin de son mandat, comme ça s'est passé pour d'autres députés. D'accord. Oui, je pense, comme l'a dit l'honorable, le mandat impératif n'existe pas au Cameroun. Donc, penser que parce que M. Edimo a démissionné du SDF, il devrait automatiquement perdre son mandat électif, c'est pas fondé. La preuve, on a Elimbi Lobel qui a même voulu démissionner. Bon, finalement, on a validé sa démission. Et puis, justement, le cas de démission des élus, ce n'est pas une affaire camerounaise. Ça n'existe pas seulement au Cameroun. On va dans des parlements européens où on débauche ou passons des débats, parce que malheureusement le problème c'est que chez nous il n'y a pas de débat au Parlement, où on réussit à débaucher des élus. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Malheureusement, il n'y a pas de débat à l'Assemblée. Vous allez rebondir, honorable. Vous allez rebondir, honorable. D'accord. Vous allez rebondir. Je disais, non, c'est même bon comme elle a rebondi maintenant. Je disais donc que malheureusement chez nous, il n'y a pas, la plupart du temps, il n'y a pas de débat. Ce qui fait que dans les parlements dits démocratiques, où il y a effectivement des débats, il y a des partis qui réussissent la plupart du temps à débaucher des élus pour augmenter leur rang. Parce qu'il faut faire passer une idée, parce qu'au moment de vote, ça doit compter. La différence, le point maintenant, c'est le mandat est finissant. Reste à savoir si, le seul problème c'est de savoir si le RDPC va investir Edimo. Ce n'est pas le problème du FDF là-bas, il a déjà démissionné du FDF. Donc, il doit finir son mandat. Maintenant, quitte à ce que le RDPC estime que bon, c'est une belle recrue que nous avons fait, nous pouvons le réinvestir pour qu'il soit. Mais le FDF n'a pas à créer un amalgame autour de ça parce que justement le mandat impératif n'existe pas. Donc pour nous, c'est un non-événement. Il fallait tout simplement, surtout que le RDPC a tenu à le sortir de la commission où il était, pour que le RDF puisse pouvoir, puisque si le poste revenait au RDF, il fallait le faire. Donc pour moi, je pense que le mandat impératif n'existant pas, il faut laisser, ce n'est pas la question, on ne devrait pas se poser. Oui, moi je ne serais pas tout à fait d'accord pour une fois. Ça ne m'arrive pas souvent. Parce que j'estime que quand un député démissionne de son parti, il devient un député indépendant. Monsieur Edim, on n'a jamais gagné les élections sous le sceau du RDPC pour que le RDPC le considère à l'Assemblée nationale parce qu'il aurait démissionné du SDF pour le RDPC, qu'il devienne subitement un député RDPC. C'est pas possible. Il est un député indépendant qui peut donner ses voix au RDPC.
qui peut donner ses voix au RDPC. Parce que mais il ne peut pas devenir député RDPC. On peut contester le fait que M. Edimo, se retrouvant député RDPC, n'a jamais été voté comme candidat du RDPC. Il n'a jamais gagné une élection sous le sceau du RDPC. Donc, s'il quitte le SDF, il reste un député volant. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas le prendre et le rétrocéder au RDPC. Je crois que l'expression, c'est député non apparenté à un parti politique. Voilà, on peut l'assimiler parce que... Non, je suis désolé. La loi le prévoit. La loi le prévoit. Les faits sont là. Les faits sont là. La loi le prévoit. Monsieur Edimo n'est pas parti aux élections en tant que candidat du RDPC. Donc, il ne peut pas devenir subitement député RDPC. Il peut donner sa voix au RDPC, ce qui est tout à fait normal parce qu'il a démissionné de son parti, mais il reste député. Donc, d'accord, moi je pense que c'est comme ça que les choses sont. Maintenant, si M. Edimo a été salué à l'Assemblée nationale comme une nouvelle proie du RDPC, permettez au SDF de rebondir. Mais pourquoi? Non, pourquoi? Permettez au SDF de rebondir. Parce que vous ne pouvez pas brandir M. Edimo comme un trophée. Non, on l'a pas brandi. Ben, vous avez dit certaines choses, vous n'avez pas tout dit. Donc, il s'est passé certaines choses à l'Assemblée nationale. Et vous, en tant que député, je ne vais pas me mettre à non, dites-nous, M. Sambaka. Il ne faut pas brandir. Qu'est-ce que l'honorable ne nous a pas dit? Il ne faut pas brandir M. Edimo comme un trophée du RDPC. Il a démissionné de son parti. Il aurait pu s'assimiler, n'est-ce pas, à l'UDC, à l'UNDP ou à l'UPC. Il a choisi de s'assimiler au RDPC. Mais alors, ce qui est son droit le plus absolu, mais seulement, soyons quand même sérieux, n'est-ce pas, c'est un député qui bénéficie de la loi. C'est-à-dire que vous êtes élu député, même si vous quittez votre parti, vous restez député. Élu de la nation. Voilà. Vous pouvez rebondir en 30 secondes avant que je me... Oui, je rebondis en 30 secondes pour dire que même si je suivais Sambaka, je dirais que dans tous les cas, puisqu'il faut qu'il appartienne à une commission, parce que même quand on est donc député volant, à supposer que ce soit cela, il faut bien rentrer dans une des commissions parlementaires. On ne lui a pas donné un poste dans ces commissions, un poste RDPC. On a cité que désormais, il n'est plus de la... Parce qu'il avait une responsabilité dans la commission éducation, jeunesse et formation professionnelle. Il était secrétaire. Et donc, n'étant plus SDF, et ce poste-là étant réservé au SDF, il fallait qu'on l'enlève de là. Donc, quand le président de... Parce qu'il faut faire la différence entre le groupe parlementaire RDPC et le président de l'Assemblée nationale. À un moment donné, il faut affecter tous les députés dans les commissions parlementaires. Donc, Edimo, RDPC ou pas, devait se retrouver dans une commission parlementaire. Il ne fallait simplement pas qu'il continue à occuper une place qui était réservée au SDF. Tout à fait d'accord. D'accord. Hilaire, est-ce que les lois du Cameroun permettent un changement de groupe parlementaire pendant la session? Justement, je voulais rebondir là-dessus. Je m'attendais qu'à ce que Malise alimente le débat avec les dispositions en ce qui concerne la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. J'ai pris la peine de le lire un peu, en n'étant pas député, mais quand le coordonnateur général Mouvement Progressiste était à l'Assemblée nationale, j'ai eu la peine de lire un peu. Il y a des problèmes dans notre loi de règlement. Je vais vous prendre deux exemples. Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, on dit que vous êtes député de la nation. Est-ce que député de la nation, c'est au-dessus des partis politiques? Je réponds oui. Être député de la nation, c'est au-dessus des partis politiques. Les partis politiques sont régis par les lois sur les libertés. C'est une association. Parti politique, c'est une association. Il ne faut pas le dire parce qu'on appartient au parti. C'est une association. Premier élément. Deuxième élément, au moment de constituer les groupes, c'est à ce moment-là, Mbaka aurait eu raison, que les députés devaient plutôt s'apparenter à un groupe. Et c'est ce que nous avons souhaité à l'époque, un groupe de l'opposition, globalement de l'opposition. Ça fait que le diktat ne nous est pas imposé. Mais nous jouons le jeu d'appartenir à chaque parti de l'opposition. C'est là où le hiatus se trouve. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à faire un groupe de l'opposition, parce que sinon, ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est pas exactement ce qui se reflète au niveau des conseils. Comment accepter, je prends le cas de mon ami N'Djamène Célestin, qui à Douala Premier est arrivé SIF,
et qui aujourd'hui est MRC. En ma foi, il est conseiller MRC. Maintenant, s'il occupe une fonction qui reste au SIF, il va avoir ce problème-là. Or, si l'opposition avait réglé le problème en disant donc, nous avons un groupe de l'opposition, à ce moment-là, le RDPC ne présenterait ça pas comme Trophée. Et là, je suis d'accord avec toi, M. Baka. Il ne présenterait pas comme Trophée. Donc, il faudra que l'opposition construise une alternative de l'opposition globalement, au lieu de construire une alternative complètement des partis de l'opposition. Des partis de l'opposition. Deuxième élément, je pense que le RDPC est très malin. Pourquoi ils font jaillir ce problème maintenant? Ils font jaillir parce qu'ils veulent empêcher, et là ils parlent à l'opposition, que nous ne nous associons pas. Parce qu'il va y avoir trop de problèmes par la suite. Non, Malice Belle, on va s'associer pour enlever le RDPC. On va l'associer pour les enlever. Parce que c'est là ce qui veulent faire croire que si vous associez, vous aurez tellement de problèmes de juridisme à régler. Non, la loi des règlements, c'est nous les députés qui aurons l'affaire. Une fois l'Assemblée nationale, on va changer tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Le RDPC a beaucoup de cas de jurisprudence. Madame Malice, peut-être vous visitez l'histoire de notre pays. L'UNDP est arrivé au gouvernement avec un ministre. Le ministre est venu dans l'accord gouvernemental de l'UNDP. Et le ministre est venu à RDPC. Le RDPC a fait partie du gouvernement. Alors, Malice. Allons-y. D'accord, une dernière. Je ne préfère pas citer le nom du ministre, mais vous connaissez de quel ministre je parle. Je n'ai pas saisi, en tout cas en ce qui concerne le cas. Je n'ai pas saisi, je vous dis que dans l'accord gouvernemental l'UNDP et RDPC, Bello Boubaye Magari est venu avec un certain nombre de députés, un certain nombre de ministres au gouvernement. Par la suite, le membre du gouvernement est devenu a démissionné de l'UNDP pour devenir RDPC. Il a conservé son poste de ministre. Et on n'a pas donné un autre poste en compensation à l'UNDP. Ça sort un peu de notre exemple. On n'a pas donné une compensation. On n'a pas donné notre compensation à l'UNDP. Mais est-ce que... On n'a pas donné notre compensation à l'UNDP. L'UNDP. Voilà. C'est pour dire que le RDPC... Quand tu fais prévaloir, c'est d'accord que de se laisser... Je suis d'accord avec vous. C'est pas, je suis d'accord avec vous. Pour dire que l'UNDP, le RDPC ne respecte aucun accord. Ceux qui font les accords avec le RDPC, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais vous, allez-y, on avait une préoccupation. Ben, ça, il faut bien qu'elle rebondisse. Bien sûr. Allez-y, Honorable. Il fallait qu'on explique pourquoi... qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais il est donc clair, après nos échanges, que de toute façon, le RDPC n'est pas en faute. Ah oui, vous trouvez ça comme trop de guerre. Ah, Mbakala, c'est bien dit. Oui, mais en fait, vous divisez l'opposition. Mais on va régler la prochaine fois. Et puis même, je pense que... La prochaine fois, on va régler ça. Qu'il y ait un groupe parlementaire opposition, ça n'a pas de sens. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, non. Vos partis politiques n'ont pas tous la même idéologie. Non, c'est pas l'idéologie qu'on parle. Non, c'est l'idéologie qui est importante. C'est le rassemblement qui nous intéresse et non l'idéologie. Dans le Parlement, ce qui me semble important, c'est que quand vous... Vous êtes rassemblement. Pourquoi vous empêchez que vous ne soyez pas rassemblement? Permettez à l'honorable de développer. Honorable. Je disais que ça ne me semble pas très sensé d'organiser un groupe parlementaire de l'opposition. L'opposition est diverse, elle est multiple et elle est basée sur des idéologies ou des ethnies. Donc quand non, d'ethnie. Oui, d'ethnie. des ethnies. Donc maintenant, quand c'est grave, hein. Mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma réflexion. Donc j'étais en train de dire que pour moi, pour que ce soit sain et pour que le débat démocratique soit efficace, il faut que les gens s'organisent en fonction de leur idéologie et de leur vision. Sinon, comment pouvez-vous aller défendre une loi sur la base des arguments qui ne sont pas les vôtres, simplement parce que vous faites partie de l'opposition? Toute l'opposition n'est pas monolithique, elle n'est pas en une seule pièce. L'UDC ne pense pas tout à fait comme le SDF ne pense pas tout à fait comme le MRC, etc., etc. Donc il faut, en fait, la vraie bataille pour que le Parlement soit, j'allais dire, vivant, il faut que chacun s'organise à avoir des députés pour pouvoir constituer un groupe parlementaire. C'est ça qui est ça. Quel consensuel? L'opposition. La base consensuelle, c'est qu'il faut faire partie du BIA. C'est pas suffisant. C'est peut-être ça. Je peux dire un mot. Je peux dire un mot. Oui. Mais tu as déjà dit beaucoup de mots. Tu as déjà dit beaucoup de mots. Quand vous signez l'accord avec l'UNDP, c'est quoi? C'est quoi? Quoi?
Mais nous ne faisons pas partie du même groupe parlementaire. Ah, vous ne faites pas du même groupe parlementaire. C'est un groupe différent. Oui. Et au gouvernement, il y a la solidarité gouvernementale. Oui. Okay. On peut faire des alliances. Les téléspectateurs en tirent le son. Bien sûr. Ils en tirent le son. Mais vous serez au pouvoir dans 30 ans, vous ferez... Ah, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, on arrive à pouvoir. L'année prochaine. Continuez à nous simplifier. On arrive à pouvoir. D'accord. Le bilan du RDPC est mauvais. On peut faire gagner. Mais c'est parce que nous avons aussi un alter ego qui s'appelle une opposition irresponsable, qui nous mène sur des chantiers et des débats dépassés. Aujourd'hui, nous voulons résoudre le problème de la décentralisation. Allons-y tous ensemble. Nous voulons de beaux marchés, nous voulons de beaux hôpitaux. Et nous savons que la décentralisation va nous y aider. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ensemble? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marlise. Monsieur Sepo, vous me permettez directement de demander une transition pour le débat, parce que je propose qu'on parle d'abord de décentralisation cet après-midi. Une fois n'est pas coutume, on va un tout petit peu inverser les deux arrêts pour pouvoir gagner en temps, si vous le permettez, sur le plateau. D'accord. On prend le débat, on parle de décentralisation cet après-midi. Le projet de la loi relatif à la mise sur pied des conseils régionaux a été déposé au Parlement. C'était le 20 mars dernier en réponse à la Constitution de 1996. Donc 900 conseillers sont annoncés, 90 par région, 70 pour représenter les délégués des départements et 20 pour symboliser la catégorie des chefs traditionnels. Une avancée qui vient suivre le gouvernement qui avait quintuplé la dotation générale de la décentralisation destinée aux communes, qui est donc passé de 10 à 50 milliards de francs CFA. Pour l'instant, voilà là où on se trouve. On va commencer par les régionaux avant de rentrer dans cet argent qui préoccupe. Ça se précise quand même, Monsieur Sambaka, pour vous? Ça se précise en mal. D'accord. Nous sommes en train d'aller droit au mur. Il faut que les Camerounais le sachent. Il faut qu'ils n'espèrent rien là. Parce que nous travaillons sur la décentralisation depuis un certain temps. Et nous ne sommes pas dans un cas de décentralisation. La décentralisation veut tout simplement dire que nous voulons reposer notre développement local sur les communes et les régions. Et à ce titre-là, l'administration centrale doit se délester d'une partie du budget de l'État pour que le développement local puisse prendre corps. Le minimum pour que nous commencions à être dans une décentralisation, c'est le délestage de 10% du budget de l'État pour les communes. Dans le cas d'espèces, comment ça fonctionne? On nous propose que les conseillers régionaux vont être payés comme ceci, etc., etc., sauf la décentralisation. 3 milliards, 2 milliards. Tout sauf la décentralisation. Parce que la décentralisation veut dire que le conseil régional, qui est piloté par un exécutif régional, va avoir à être, va accueillir tout ce qui est délégués régionaux dans la région, va être reversé, n'est-ce pas, à la région. Les préfets, les gouverneurs, tout ça, c'est l'administration centrale. C'est les représentants du chef de l'État. Ils veillent à la constitutionnalité, ils veillent aux lois, ils veillent au respect des lois, et ils ont la possibilité d'attaquer le conseil régional au tribunal administratif s'ils ne respectent pas les normes, parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'ENAM. Les conseils municipaux sont là avec un budget minimum approprié pour résoudre les problèmes de la commune, étant entendu que c'est à partir des communes que l'ancrage du développement se fait. Le conseil régional coordonne, n'est-ce pas, au niveau de sa région. C'est comme cela que demain, quand le maire de Yabassi va avoir des difficultés, le conseil régional va lui envoyer l'architecte que l'État lui a reversé dans la délégation, n'est-ce pas, de l'habitat, etc., qui va aller résoudre le problème de Yabassi. Vous comprenez? Mais il ne s'agit de rien là.
Ce que je vois là, il n'y a rien de tout cela. Dans le projet de loi, pour vous... C'est exactement la même chose qui s'est passée quand on a dit, après 96, que nous n'avons plus nous devenons des régions, nous ne sommes plus des provinces. Les gens ont dit, on a envoyé la régionalisation. C'est maintenant les régions. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est un habillage, il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, on nous dit on est en train d'aller vers une décentralisation. C'est faux. C'est une décentralisation de concentration du pouvoir vers le haut. C'est-à-dire que ça va coûter plus cher aux contribuables que d'efficacité au niveau des populations. Parce que les vecteurs de développement de demain, les vecteurs de développement durable, c'est les communes. Qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines. Elles sont devenues des sociétés qui peuvent s'entendre avec des GIC, etc. et impulser un développement local. N'est-ce pas, mettre en marche des millions de Camerounais qui sont au chômage. Ce n'est pas les histoires de 50 000, 25 000. Il s'agit de mettre le Cameroun en mouvement. C'est de ça qu'on parle. On est dans la décentralisation. Moi, je vois très bien, pour commencer, n'est-ce pas, 10%. 10% permettrait 60 milliards. N'est-ce pas? Pour les communes, pour les régions, le reliquat. Nous avons 4 850 milliards. Donc si vous enlevez 360 milliards pour les communes, le reste, les régions vont gérer cela. Cela est logique. Donc on commence une décentralisation. D'abord par le transfert des ressources humaines et des ressources financières. Et ça commence par 10%. Il y a des pays qui ont expérimenté cela. Ils ont vu que le développement s'est fait une fois partout. Et ils ont augmenté. Alors, ce qu'on nous raconte là, 50 et 30 milliards, vraiment 0,3% de notre budget. Il y a de quoi se mettre en colère et de dire aux populations qu'il y a tout sauf la décentralisation dans cette affaire. D'accord. Honorable Marlys Bell, vous allez permettre qu'elle puisse rebondir, puisque c'est question d'équité également sur le plateau, donc rien à voir avec un favoritisme. Je vous précède déjà. Honorable Marlys Bell. Oui, moi je pense que sa verve engagée et passionnée, c'est pas, oui, disons même un plaidoyer. C'est ce que je veux faire à l'Assemblée pour la prochaine session. Un plaidoyer, je dis, il est naturel, il est normal. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce n'est pas le discours seul qui change les choses, c'est les acteurs. Donc, le vrai combat, c'est d'entrer dans l'action. Parce que tant qu'on reste sur les plateaux à dire ce qui doit et ce qui ne doit pas, oui, on éclaire les Camerounais, on donne notre point de vue, on contredit, on ceci, mais l'activité principale qui est celle du personnel politique de l'heure, c'est de travailler pour être présent autour de la table. Parce que ce qui fait bouger le rapport de force, ce n'est pas le discours. Tu n'es pas autour de la table, monsieur, tu n'es pas autour de la table. Point final. Bon, en attendant, donc, alors, pour être autour de la table. Et je voulais dire la chose suivante. Oui. Nous avons reçu deux projets de loi. Il est. Je risque de te il est depuis que je parle, ça n'a rien bougé. Allez-y, projet de loi numéro 1046, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro portant code électoral. C'est vrai que je serais tenté de dire Elim Bilobé sort de ce corps. Voilà, deuxièmement, le projet de loi 1047, PJAL1, fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux. Pour moi, ce sont des avancées qui permettent de clarifier les dispositions qui existaient déjà. Oui. Et à partir du moment où nous, députés, nous recevons ces projets de loi, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que les populations, que la société civile, alimentent notre argumentaire, nous députés. Parce que nous, ils ont parlé des chiffres, ils ont parlé de ci. Ouais. Moi, c'est pas mon rayon. Si maintenant je dois monter à l'hémicycle au plaidoyer et que je ne suis pas factuel, je ne vais pas pouvoir peser sur ce qui va se passer. Et heureusement, nous recevons énormément de contributions. Je pense que tous les députés en reçoivent depuis que les personnes ont pris connaissance du processus qui est mis en marche, de ces deux lois. Il y a énormément de contributions que nous allons absolument
intégrés dans le débat qui va avoir lieu. Donc, si on comprend bien, honorable, les projets de loi qui ont été déposés annoncent quoi précisément? Annonce des modifications qui vont clarifier, parce qu'il y a eu le code électoral, il y a eu... Est-ce que ce n'est pas prévu depuis 1996 déjà, tout ce qui entoure... Non, il y a eu des précisions qui ont été portées ici dans ces deux documents et qui sont absolument importantes par rapport surtout aux indemnités, la façon dont l'élection va se passer, par rapport également au nombre, par exemple, par région. Au nombre de je le disais tout à l'heure, 90 par région. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui apportent leurs arguments pour dire que ce nombre-là ne semble pas, j'allais dire, suffisant ou efficace, qu'il faudrait opérer différemment pour arriver au nombre qui est réparti par région ou par département, etc. Donc, le débat est là. Maintenant, pour ce que moi j'attends de vous, qui êtes autour de cette table, c'est que si vous avez des arguments, si vous avez des informations, des éléments, mettez-les à la disposition des députés parce que le débat va être ouvert à partir de la semaine prochaine et il va nous falloir monter au créneau avec des éléments probants qui pourraient influencer la loi qui va être adoptée. Mais si on est encore là à dire que non, c'est pas bon, c'est pas possible, on ne peut le faire, il n'y a rien dedans, moi je suis un peu déçu. Bon, simple précision, j'ai beau avoir inversé les positions, le débat reste dans le même principe de jeu, c'est 1 minute à chaque prise de parole et puis on avance. Hilaire, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. D'accord, monsieur Sepo. D'accord, je ne vous saute pas cette fois. Allez-y. Moi, je suis un peu surpris d'attendre l'honorable dire qu'on attend les propositions. L'honorable, dans un pays normal, les projets de loi sont déposés dans les cabinets parlementaires longtemps avant l'ouverture de la session. C'est à partir de ce moment que vous pouvez alimenter le débat. Lorsque vous me parlez d'un débat que vous allez alimenter, nous savons tous qu'il n'y a pas de débat. Donc je suis surpris de dire d'entendre que vous disiez aujourd'hui que vous attendez nos contributions pour servir à quoi? C'est tout à fait aberrant qu'on ait attendu aussi de temps pour nous produire un texte aussi insipide que stupide. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après 23 ans, on parle de régionalisation. On vient aujourd'hui nous sortir un texte comme celui-là. On dit 90 conseillers régionaux. Parce qu'il n'y a pas de stéréotype de région au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous partir d'une base que nous allons... Parce que peut-être on a calculé sur une région que bon, si on fait la configuration comme ça, ailleurs ça ne va pas donner. Si je prends seulement un petit exemple pour le Bouri où nous sommes aujourd'hui. L'autre dit qu'on aura 20 représentants de pouvoir traditionnel. Comment vous gérez par exemple Douala Premier qui a à lui seul 3 chefs de premier degré? Comment vous allez gérer ça par exemple? Ça fait déjà problème. Maintenant, quelle est votre solution? Mais attendez, nous faisons le constat de ce que pendant 20 ans, vous avez réussi à nous produire un texte aussi insipide qui ne va nous aider à rien. Parce qu'on a envie, moi j'ai envie de dire... Si c'était aussi facile que ça, vous auriez une solution. Moi j'ai envie de dire, nous proposons des solutions depuis. Donc concrètement, allons-y donc. Nous proposons des solutions. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai déjà eu, honorable, appelle-moi Marlise, c'est bon. Honorable, je vous invite à lire mon ouvrage pour un nouveau et meilleur Cameroun. Vous y trouverez beaucoup de propositions pour la... Je me pose toujours des questions. Vers quel modèle de décentralisation le Cameroun tend depuis 23 ans? Personne ne voit le chemin qu'on a emprunté pour savoir si on va se buter ou pas. Il y a des modèles à travers le monde qu'on peut dire que bon, depuis qu'on avance là, on voit qu'on tend vers quelque chose, on ne tend vers rien. Moi j'ai envie de dire avec cette nouvelle, avec ce qu'on parle de régionalisation là, j'ai dit bonjour la recentralisation. Parce qu'on a la recentralisation, on est en train de revenir à une plus grande centralisation qu'avant, avec la lutte dont on parle pour les conseils régionaux et autres là. Parce que vous allez vous retrouver demain avec une nouvelle autre élite qui sera formatée et formée par le pouvoir central, qui va lui rendre des comptes et qui n'aura rien, qui ne fera absolument rien pour les populations. Du coup, vous vous demandez que si on a attendu 25 ans pour nous sortir un texte pareil, mais où est-ce qu'on va au juste? Dans tous les pays du monde, les communes sont à la base du développement. Ce sont à la commune qu'on pense le bien-être de la population.
Sam parlait tout à l'heure de 10%. Moi, je vois au-delà. 10% même ne représente rien, Sam. Bon, au moins pour un début. Au moins pour un début. Ça veut dire que si en 2016, on avait dit décentralisation et qu'en 2000, on mettait 10%, en 2016, on mettait 20%, en 2000, on serait aujourd'hui en train de voir si la décentralisation a abouti à partir de ce moment, on devait savoir si c'était la forme de l'État qui seyait pour le Cameroun ou pas. D'accord. Maintenant, on n'est pas en droit, après 25 ans, de dire non, si on avance. Comment? Mais on nous demande ce qu'il faut faire, consensus. Vous demandez on fait alors comment? Ce n'est pas sur cette table qu'on dit on va faire comment? Vous les gens, si vous dites qu'on va faire maintenant, on va pas avancer. Ça me fait rire parce que, en fait, Marlise, ne prenez pas les enfants du bon Dieu pour des imbéciles. Vraiment, à l'Assemblée, on prend des enfants du bon Dieu pour des imbéciles. La disposition légale qui encadre l'élection des députés et des conseillers est connue d'avance. Il y a des imperfections, certes. On a travaillé pour faire des propositions pour les améliorer. Je prends le cas du travail dans lequel nous avons fait avec l'UDC à l'Assemblée nationale, avec l'UNDP, des propositions pour modifier la loi électorale sur les députés et les conseillers municipaux. Celle des régions est restée floue. Résultat de course, on claque la meilleure matin, on lui dit, il faut faire vite. C'est ça. Ça, on appelle ça du gangstérisme politique. Il n'y a pas un autre mot, c'est du gangstérisme politique. Et lorsqu'on fait de cette manière-là, le risque de se tromper est plus élevé que le risque de résoudre le problème. Je vous prends le cas spécifique de Douala Premier que je connais. Elle a 41 conseillers municipaux en termes conseil. Elle regorge 3 chefs de canton de premier degré avec un chef exceptionnel. Le chef Bélois, exceptionnel, de classe exceptionnelle. Elle regorge autant de chefs de deuxième degré. Le plus grand nombre dans la concentration géographique du Cameroun. Le plus grand nombre, ça doit la première. De deuxième degré. Et, oui. De deuxième degré, non. Dans le Vaury, nous, on si, n'a pas de deuxième degré. Troisième degré, je vais dire plus tard. Je vais dire troisième degré. Bah, ils ne sont pas concernés. Non, troisième degré. Je veux dire troisième degré. Le plus grand nombre de troisième degré. En concentration, presque tous les petits villages sont... Tous les petits villages... Sauf qu'eux, ils ne sont pas concernés. Ça s'arrête au premier degré, au deuxième degré. Non, les troisième degrés sont concernés. Les troisième degrés sont concernés. Les troisième degrés sont concernés. Ce n'est que quand il y a un seul poste qu'on privilégie, le premier et le deuxième degré. Voilà, ils sont tous concernés. Vous prenez dans l'occupation géographique de Douala, en termes de répartition d'installation, vous avez des zones comme Neubel. Il y a très peu de chefs de troisième degré. Vous allez à Douala troisième, encore pire, en termes d'espace géographique. Je me dis, on ne peut pas prendre tout le monde. Laissez que j'y arrive, je vais faire une projection. Quand vous prenez cette même disposition... dans le timing, il n'y a pas de souci. Mais laissez que j'y arrive, non? Parce que c'est un débat extrêmement important. Mbaka vient de dire. Non, il est arrivé. Je ne vais même pas déroger à la règle. Vous prenez l'Est, vous faites toute une comparaison, vous voyez en termes premier degré, en termes troisième degré, ce n'est pas la même proportion. Vous prenez en termes démographie, ce n'est pas la même proportion. Vous prenez en termes nombre de conseillers municipaux, ce n'est pas la même proportion. Résultat, il va se poser un problème. Si vous faites une répartition identique par région, stéréotypé, il va savoir qu'il y aura des zones qui aura une forte densité à la proportion. Comme cette inégalité qui se passe au niveau des députés. Un député élu à Douala vaut 5 fois le nombre de voix qu'il faut pour un être député pour qu'il se fasse élire à Douala que se fait élire dans le sud. Premier élément. Un conseiller municipal se faire élire à Douala, c'est à peu près la moyenne, c'est de 3500 voix. Pendant ce temps, au sud, il faut à peu près 350 voix pour se faire élire conseiller municipal. Donc du coup, conséquent... Oui, bien sûr, parce que c'est pour nous donner les éléments. Vous allez à l'Assemblée, non? Non, moi sérieusement, fais un dossier, tu me le donnes. Ah bon? Oui. Conseiller parlementaire, la valeur c'est OMP. Je vous ai dit, vous constatez avec vous que la valeur
c'est chez nous. Vous venez de constater devant tous les téléspectateurs que la valeur, c'est chez nous. Permettez donc qu'on vous remplace et qu'on pèse des gens valables comme Baka à votre place. Vous êtes un citoyen actif. Moi, je peux rien je me permets, je suis d'accord avec votre complément. C'est à l'Assemblée nationale. Et pour que ce débat soit riche et pertinent, il faut, comment pouvez-vous dire ça? Aucune virgule ne sera changée sur ce texte. Nous pourrons le faire, nous le verrons. Discipline du RDPC oblige. Nous le verrons à l'adoption. Aucune virgule ne changera sur ce texte. Moi, je pense qu'il faut. Discipline du RDPC oblige. Il faut qu'on soit plus sérieux que ça. C'est de ça qu'il s'agit justement. Non, c'est un moment important de la vie citoyenne et républicaine de notre pays. C'est un moment très important, un pas gigantesque que nous devons absolument accomplir. Alors, comme tu as dit que les délais sont courts, on risque de faire des erreurs. Alimenter alors, c'est sûr que vous avez même déjà alimenté, tu me fais bavarder pour rien. Vous avez certainement déjà alimenté les différents points qui vous semblent importants de débattre pour qu'on arrive à un consensus positif. Donc, tout ce qu'on va se dire ici, c'est important puisque nous avons été conviés pour échanger là-dessus. Mais moi, en tant que député, je ne peux pas aller plus loin que ça parce que ce qui m'importe maintenant, c'est qu'on m'enrichisse de tout ce que je dois porter là-bas au moment du débat. Pour le nombre, non. Pas seulement le nombre, il y a plusieurs... Deuxième chose, on ne renvoie pas à une voie réglementaire, à une disposition réglementaire, une disposition de loi qui définit l'orientation de la vie d'un pays. Où il y a plein de dispositions dans lesquelles vous renvoyez sur le décret. C'est pas normal. L'élection des conseillers municipaux, l'élection des députés est suffisamment encadrée pour que le renvoi au décret ne puisse pas influencer soit dans le nombre, soit dans la qualification. Mais le décret aussi est plus affiné. Le décret va plus dans le détail. Preuve, ça a été besoin qu'on a fait dans la précipitation. Je ne sais pas finalement ce que nous voulons. S'il n'y avait pas de projet de loi sur la décentralisation, on parlerait de l'heure. Donc, ayons le courage de reconnaître les avancées. Permettez que je lise les SMS, s'il vous plaît. Voilà. Je disais tantôt, on parlerait de l'heure. Donc, ayons le courage de reconnaître les avancées du gouvernement. Vivement qu'on ne se retrouve pas au marché Congo cet après-midi. Mais tu n'as l'hiver. Honorable, c'est quoi l'idéologie? L'idéologie de l'argent du ventre, je me permets de m'interroger. Mais où sont passées les taxes perçues chaque matin dans les marchés? La mafia est bien organisée, hein, 5 poses de pierre pour construire le marché Congo. Eh bien, bon, on va revenir sur cette suite pour essayer de la décentralisation. J'avais une préoccupation au-delà des projets de loi qui ont été déposés. On a également annoncé qu'on a quintuplé la dotation. Monsieur Sambaka attribué aux communes qui passent de 10 à 50 milliards. Ça aussi, ça reste insuffisant? Je vous ai dit, et je vous répète, que cet argent représente peut-être des études qu'on peut payer pour redynamiser une commune, en attendant que le budget arrive. Le budget d'une commune dans la décentralisation ne ressemble en rien à ce que nous voyons. Bon, on vient de réunir, juste pour vous accompagner, hein, on vient de réunir les maires à Yaoundé où ils ont été quand même un peu instruits. On a reçu 2 d'entre eux ici, le maire de Pouma et le maire de Yabassi, qui ont dit que pour eux, ça se présentait déjà et qu'ils étaient ravis du trajet que prenait... Mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la décentralisation. Ils ne savent pas ce que c'est que la décentralisation. C'est une option de développement. D'accord. C'est une option de développement et il faut une solidarité nationale. Vous comprenez? C'est-à-dire, je leur explique s'ils ne comprennent pas. Je leur explique. Expliquez-leur. Alors, la décentralisation veut dire que nous avons un budget de l'État. Une partie est pour le pouvoir central, l'autre partie pour cette décentralisation, les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons dit ici que pour mettre en place ce mécanisme-là, c'est pour ça que vous voyez les autres revendiquer le fédéralisme. Hein. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais le but du fédéralisme et de la décentralisation, c'est quoi? C'est pour donner la possibilité à nos communes et à nos régions de pouvoir impulser le développement. Vous comprenez? Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de leur donner ces moyens. Pourquoi je le dis? Parce que quand on a fini de dire tout ce qu'on a dit, et qu'on a pris 50 milliards qui ne peut même pas suffire à la commune de Pouma pour la décentralisation, vous comprenez?
il va s'avérer donc que ces gens de Yaoundé, comme d'habitude, vont dire qu'il y a la décentralisation. Ce sont les maires qui ne font rien, c'est les régions qui ne font rien. Mais quand vous allez voir des projets de loi qu'ils soumettent à nos honorables députés, bon Dieu, c'est de la rigolade. Parce que là-dedans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les conseils régionaux, il y aura 20 qui seront... Bon, ça, je n'en parle même pas parce que la logique même veut que c'est les chefs traditionnels qui s'organisent entre eux. Oui, justement. Vous comprenez? Justement. Donc là, je n'en parle même pas. Mais maintenant, ils disent que l'indemnité des conseillers régionaux, qu'est-ce que les populations ont à faire avec les indemnités des conseillers régionaux? On cherche le développement, on cherche à savoir que... Non, mais moi je vous dis, il n'y a rien dedans. Alors, est-ce que le peuple camerounais a besoin de savoir que maintenant le Cameroun a déjà les régions avec des conseillers régionaux qui touchent des perdièmes, et quand vous allez aller demain aux élections, on va vous dire que mais comment? On vous verse cet élément d'argent qu'il faut nous en rétrocéder. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un budget qu'il faut mettre à la disposition de ces conseillers, de ce conseil, pour qu'ils puissent impulser le développement local. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va transférer des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc voir les conseillers municipaux, vous allez voir les communes en train de vous pomper des taxes impossibles parce qu'ils n'arrivent, ils sont suffoqués. Et pendant ce temps, l'argent est à Yaoundé. Voilà de quoi il s'agit. Donc si nous voulons faire la décentralisation, nous faisons la décentralisation dans les règles de l'art. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai donné, c'est de donner d'abord 10%. On voit comment ça fonctionne. On régule. On renforce le contrôle. Parce que quand on dit même on ne donne pas, c'est prévu dans le budget. Ce n'est pas de l'argent qu'on prend, on va donner aux maires. Non, il faut que les gens le comprennent. C'est sur la base des projets de développement, parce qu'on sait que la commune doit impulser le développement. Alors, les résultats, c'est d'abord quoi? 1. Nous allons avoir, dès la première année, en termes d'emploi, des millions et des millions d'emplois. Parce que ça sera généralisé dans tout le Cameroun. Deuxièmement, nous allons avoir un bon ancrage de développement, parce que nous n'allons plus acheter les oignons marocains quand la saison n'est pas là. Hein, parce que là-bas, à Kolofata et tout ça là, on va nous cultiver les oignons au point d'en vendre à l'extérieur. Vous comprenez? Moi, chez moi ici à Yabassi, là, on va nous mettre des D7 là, on va mettre des champs communautaires et tout cela, on va construire la commune, sous l'impulsion de la commune, des magasins de stockage et tout, où les gens viendront prendre les produits pour exporter. On va nous traiter notre bois à l'est, pour que tous les menuisiers puissent avoir la capacité d'exporter le bois, parce que le bois est bien séché, et etc. etc. C'est ça qu'on appelle la décentralisation. Chaque commune, chaque région a ses spécificités qui va développer pour que le Cameroun soit cette Afrique en miniature, qui soit capable d'impulser le développement à tous les niveaux. C'est donc ça, la décentralisation, qu'on ne nous raconte pas autre chose. Nous sommes en pure déconcentration, où rien n'a bougé, et on a donné quelques indemnités à des gens qu'on va élire parce qu'on a prorogé les mandats des conseillers municipaux. Voilà la situation que nous vivons. Donc elle est pire qu'avant. D'accord. Et moi je dis qu'il faut que les députés corrigent cela. Je profite du fait que Mardise Doualabel, que je connais, intelligente et que j'apprécie beaucoup, ne se sente pas offusquée demain quand ses camarades là-bas vont faire autre chose. Parce qu'elle a un cœur et ça se ressent. Mais elle va faire quoi là-dedans, dans ce marigot de nous? Discipline du parti. Je suis tellement bien là-dedans que j'y suis depuis 33 ans. Tout à fait, Mais ce que je voulais dire, Sambaka, c'est que le principe, la décision est faite. Nous allons à la décentralisation. Ok, les 3% te semblent... Attendez, les 3% te semblent insuffisants. C'est 0,3%. 0,3% te semble insuffisant. On va donc commencer par là et on va progresser. Pourquoi refusez-vous que la mise en place d'un processus ait des étapes, même si ces étapes n'ont pas la taille que toi, Sambaka, tu espères? Je pense que ceux qui ont fixé cette étape ont des éléments ou des informations que tu ne... Voilà, je veux dire que le président de la République ne travaille pas seul. Il est accompagné par toute une équipe qui a des informations qui ne sont pas à la portée ou à la disposition de nous qui sommes autour de cette table. On commence donc par les 0,3% et on va progresser. Et je suis sûre, je suis persuadée que si on se rend compte que le bien-être est ressenti
par nos communautés. Si on se rend compte que les équipements ont pris plus de valeur et sont plus nombreux, etc., forcément, ce chiffre va progresser et peut-être progresser plus vite que toi tu ne le crois. Donc ne boudons pas les pas accomplis. C'est important dans une vie, même nous-mêmes, en tant qu'individus, on n'a pas tout fait le même jour. Combien de fois des processus aussi complexes qui ont j'allais dire, comment c'est pas complexe? C'est complexe. Si ce n'était pas complexe, je pense que ça se ferait avec une baguette magique. C'est compliqué. Pas de 23 ans d'un état, pour moi, c'est 3 mois d'un bébé, d'un enfant. Donc, franchement, je pense qu'on peut se donner les moyens, de gagner le pari de cette décentralisation. 36 ans, c'est... Oui, je veux simplement dire, si on avait la volonté d'aller à la décentralisation dans ce pays, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler du... Donc, si je comprends bien, pour vous, on n'y va pas. Je suis en train de travailler sur un sujet, on allait intituler décentralisation au Cameroun, pourquoi ça coince. C'est un sujet sur lequel je travaille. Et j'ai recensé à peu près tous les discours du chef de l'État depuis 1999, lorsqu'il parlait de décentralisation. C'est-à-dire qu'on vous fait un discours cette année, l'année prochaine, on reprend le même discours, on n'a fait aucune évaluation. Je vais dire une chose honorable, si on avait la volonté de faire la décentralisation, c'est aussi simple que ça. Vous avez des compétences qui sont dédiées aux régions. Vous avez des compétences qui sont dédiées aux communes. Lorsqu'on a fait le budget de l'État, on fait voilà ce qui va à la région, voilà ce qui va à la commune, point. L'État central s'occupe des projets super-régions qui vont... La solidarité nationale. Et c'est tout. Le reste là, tout ce qu'on va bavarder là, c'est difficile. Rien n'est compliqué. Je dis, si on avait la volonté de le faire, nous ne serons pas aujourd'hui 25 ans après en train de dire, bon, on va même donner combien de conseillers, on va faire... Bon, seulement, on se lève un matin, on constate que, on n'avait même pas prévu un ministère de la décentralisation qui par ailleurs, c'est encore une autre poste de dépense pour rien. Absolument pour rien, parce que cet argent, on connaît les charges des ministres au Cameroun, avec tout ce que cela comporte. Peut-être en augmentant ces charges sur les 0,3%, peut-être on va faire un 0,3 et 3,5 ou 3 ou 4. Ça aurait peut-être, au lieu de 100 millions qu'on va envoyer à Douala, on doit envoyer 105 millions peut-être, avant qu'il soit aussi n'a pas. Mais il faut reconnaître honnêtement que ceux qui nous gouvernent n'ont aucun intérêt à ce qui est la décentralisation. Tant qu'ils sont là par rapport à ce qui... Parce que les poches, le véritable problème c'est quoi? J'ai parlé, vous parlez de 50, de 3. Bon, moi, ça me fait tout simplement rire, parce que je trouve que c'est une insulte que 23 ans plus tard, que nous soyons là. Et j'ai dit, j'ai recensé le discours. Donc vous n'irez pas au régional? La question n'est pas là, honorable. Non, mais il faut bien la question n'est pas à ce niveau. C'est une bonne question. La question n'est pas à ce niveau. Vous avez fait la loi. Donc pas les vous faites la loi. Et il y a une spécificité très camerounaise qu'on appelle décret d'application. Je crois que le conseiller Vipan l'a dit ici. La norme réglementaire n'est pas au-dessus de la loi. Et on est surpris que dans un pays où l'initiative de loi vient toujours du gouvernement. Vous, honorable, vous n'avez jamais porté un projet de loi à l'Assemblée qui a été voté. Pourquoi on nous dit, pour que les conseillers juridiques à présent disent que bon, comme c'est l'honorable Douala Bel qui a apporté ce projet, la loi Bel. il faut qu'il nous amène ces juristes pour qu'on voit comment on a relu pour implémenter ça. Non, c'est à partir de la présidence qu'on pense les lois, on dépose là et on attend 20 ans pour signer le décret d'application. Mais c'est une incongruité. Et du coup, le Cameroun est plombé, on ne peut pas avancer. Et je vous dis honnêtement, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. La loi belle, ce serait beau, hein. Je dis souvent, nous sommes bêtes, peut-être nous sommes bêtes, mais pas au point où ceux qui nous gouvernent veulent le faire croire. Donc, on attend aujourd'hui pour nous présenter un texte aussi vraiment... On est en droit de se poser une question. Est-ce que ceux-là veulent vraiment qu'on atteigne cette décentralisation-là? Je peux vous rassurer, nous serons ici dans 20 ans ou alors même dans 5 ans. Tant que ce système restera, on n'aura pas avancé d'un iota. Bonsoir, le panel, il y aura les régionales, il faudra supprimer les sénatoriales qui nous servent à rien. Honoré Castor de Bomonoga, c'est donc pour vous expliquer que finalement, rien qu'entre vous, ce n'est pas suffisamment clair. Et comprenez donc l'opinion qui est en train de nous regarder, ils ont besoin d'être éclairés. C'est pourquoi je vous invite souvent sur le plateau pour avoir des éclaircies en une minute, parce qu'on tire à la fin du programme, vous allez comprendre qu'on ne parlera pas véritablement du climat des affaires au Cameroun, la décentralisation ayant pris
tout l'espace. Depuis 37 ans que le président Biya a lancé la décentralisation, on ne voit aucun résultat. Nous sommes dans une pure centralisation. Je suis pessimiste comme le président Sambaka. Il n'y a rien à espérer. Nous voulons un nouveau visage du Cameroun. Bon. Tu vas réussir. Très cher, honorable, Sam a pleinement raison et je pense qu'il faut revoir cette disposition à l'Assemblée. S'il est légitime pour un élu de changer de parti en cours de mandat, il reste une traîtrise à l'endroit des électeurs de se faire appeler élu d'un autre parti après élection. Ces députés ne doivent aucunement faire partie du groupe parlementaire de leur nouveau parti d'adhésion. On doit trouver un palier spécial pour eux. C'est Honorant Ita de Douala qui nous écrit, j'ai vu que c'était également honorable. Ma modeste contribution est celle de voir construire un mur écran de 6 mètres en hauteur et tous les 50 mètres dans nos marchés en matériaux provisoires au Cameroun. En voilà qui ont des demandes. Sambaka, on est en train de sortir. Oui, je voudrais que les téléspectateurs comprennent une chose. Parce que nous allons dans tous les sens, parce que nous n'avons pas un système de gouvernance qui met la transparence au service des populations. Le Sénat est quelque chose de bien pensé, qui avait un but bien précis. Parce que vous avez les conseils municipaux, vous avez les conseils régionaux, et dans les conseils régionaux, il y a des chambres pour chefferie traditionnelle, parce qu'en réalité, nous sommes un pays qui a besoin de garder ses cultures et ses usages, qui a besoin d'avoir des lois qui sont républicaines, mais avec un regard sur nos traditions et sur nos coutumes. Et c'est à cela que servent les sénateurs qui prennent ces lois qui viennent de l'Assemblée pour avoir ce regard-là et voir si ça corrobore, si nous sommes des Camerounais qui pouvons être adaptés à cela, sinon ils mettent une note pour que l'Assemblée nationale revoie cela afin qu'on puisse les promulguer le lendemain. Donc ils ont peut-être un temps sur lequel ils doivent travailler et puis on va faire disparaître le Sénat. Vous voyez? Parce que les conseils régionaux auront pris corps et seraient en train de travailler. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Ce qui se passe chez nous, c'est que les sénateurs sont des chefs traditionnels. Alors que leur place, c'est dans les régions. Vous voyez? Et les gens sont contents d'aller au Sénat. Je suis chef traditionnel, je suis sénateur. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Et ça dénature l'objectif qu'on doit atteindre en étant sénateur. On doit pouvoir veiller auprès des ministres. Alors, on est en décentralisation. Qu'est-ce que les collectivités ont pu avoir? Ils doivent surveiller ces ministres. Comme les députés surveillent les ministres sur les lois de la République, n'est-ce pas? Eux, ils doivent surveiller ces ministres sur ce qui est de la décentralisation. Qu'est-ce qu'ils envoient dans les régions? Qu'est-ce qu'ils envoient dans les communes? Vous voyez? C'est ça, c'est ça. Quand on a compris cela et qu'on a huilé la machine, on peut dire que le Cameroun a eu des sénateurs pendant 15 ans. Les choses, les lois et tout, ça ont été calés. On a fait sauter le Sénat. Aujourd'hui, les régions fonctionnent tranquillement. Ça, on peut le comprendre. Mais dire que les sénateurs ne servent à rien, ce sont les sénateurs-là, que le RDPC a mis là, qui ne servent à rien. Moi, si j'étais sénateur, j'aurais apporté énormément d'innovation dans cette affaire. D'accord. Il est aussi pas. Oui, je voudrais dire à l'endroit de Marlise Bell que c'est un débat sur lequel... Douala Bell, parce que si c'est Bell, c'est comme si c'était un Joseph Antoine. Oui, Marlise Douala Bell, oui, bien sûr. C'est que, en principe, on a besoin du temps de la réflexion pour alimenter un sujet aussi délicat, premier élément. Deuxième élément qui me semble tout à fait important, c'est que je pense que Sam essaie de vous expliquer qu'on n'est pas en capacité de faire de la vraie décentralisation à partir des régions. Deux éléments pour compléter tout l'arsenal qu'il a dit. Un, le temps de la lourdeur du transfert de ressources est très lourd. La loi sur les ordonnateurs de la gestion du crédit public et de la fortune publique date de 1974. Il faut qu'on l'adapte, sinon on aura toujours de la porosité. La loi sur le contrôle, bien entendu, de ces ordonnateurs-là, qui alimentent complètement le receveur, elle date de 1973, complètement obsolète. Sans cela que les maires, dans un jeu de passe-passe, spolie, pompe, aspire l'argent des communes. C'est pas très compliqué. Vous mettez un compte administratif, je vous montre comment le maire a pompé l'argent. Et pour le cas d'espèce, vous savez où j'en suis. Le troisième élément que je voudrais dire, oui, le troisième élément que je voudrais dire à votre endroit, c'est que la difficulté qu'on va avoir, c'est de faire l'équilibre entre la perception réelle
de ce que c'est pour essayer de vous expliquer, conserver les ressources sur place. Voyez-vous, c'est l'État central qui perçoit ne reste que ce que la commune de Douala premier devrait avoir au niveau du port de Douala. D'abord à Yaoundé, par un mécanisme du FECOM, avant de revenir à Douala. Et c'est ce que Mbaka t'explique, te disant qu'il faut qu'on arrive dès le budget central à dire que par une péréquation, voici ce qui reste pour la commune, voici ce qui reste pour la région. Elle n'a pas besoin d'être autonomisée à Yaoundé. C'est ça le problème. L'unicité de la caisse va commander que la priorité gouvernementale dans ses besoins régaliens de l'État va aspirer le budget. Si on est en guerre, terminé, basta, il n'y a plus de communes. Dans les zones anglophones, vous connaissez un conseil qui se tient, ça ne servira à rien. Comment par ce mécanisme vous allez faire les élections dans la zone anglophone? Comment ça va se passer? C'est un casse-tête chinois. Donc j'ai l'impression qu'on va solutionner un problème en créant un autre problème cette fois-là. Et c'est ce que j'ai le plus peur. Parce qu'il y a le fait qu'il y aura l'injustice dans les répartitions, d'une part. Ensuite, que le climat ne s'y permet pas à ce que l'on fasse. Qu'il y ait une adéquation entre la perception de ce que le grand peuple va en bénéficier pour pouvoir se projeter. La ville de Douala, au regard des moyens qu'elle dispose à l'heure actuelle, ne devrait pas être dans cet état-là. Si tant est que le budget était complètement affecté pour des tâches spécifiques. D'accord, en 30 secondes, le temps imparti à l'émission étant arrivé à son terme. Oui, tout simplement pour dire que, honnêtement, on se serait attendu qu'on nous présente aujourd'hui, n'est-ce pas, une véritable perspective réelle, pour qu'on puisse lire, pour qu'on puisse voir que la décentralisation se dessine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que ceux qui sont assis à Yaoundé, vous voyez, la preuve c'est qu'on se lève un matin, on est surpris, parce que tout le monde parle de décentralisation, on dit mais on avait oublié, il nous faut combien de conseillers là, on balance. Personne n'a réfléchi à ça. On avait oublié la loi, il faut, vous voyez que... Oui, et puis quelque chose, vous le dites. S'il vous plaît, le temps... En une minute, à Maris Bell. Non, il a 30 secondes, elle a 30 secondes, on dit au revoir. Monsieur, c'est pour aller... Il n'y a pas de souci, c'est... J'allais dire, monsieur, c'est pour aller jusqu'au bout. Pour dire que, en fait, le Sénat devait arriver pour parachever le processus de décentralisation et non pour démarrer. Parce que les sénateurs, en principe, représentent les intérêts des régions au Parlement. Sauf que, malheureusement, comme ce n'est pas le cas, ils ne comprennent rien. Tout le demander ce qu'ils font là. Ils ne savent pas ce qu'ils font là. Absolument rien. Honorable, en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. D'abord pour dire que je suis très fière d'être RDPCiste. Parce que je trouve un environnement dans lequel je m'implique, je m'exprime et dans lequel je peux travailler pour le bien-être des Camerounais. Deuxièmement, je voudrais dire qu'il faut être concret. À un moment donné, il faut passer à l'action. Et ce que le président de la République nous propose là, à l'ère actuelle, c'est de passer à l'action. Parce que de toute façon, quand les acteurs seront là, ça ne sera plus la même chose. Le jeu de force... Non, ils vont squatter... Ah, excuse-moi, je t'ai pas coupé. Pour dire qu'il faut que les acteurs soient là. Et vous verrez que même le budget qui sera voté en novembre 2019 va certainement subir l'impact de la réalité de ces régions. Donc pour moi, j'inviterais tous nos concitoyens à se préparer à cette échéance électorale et à choisir les meilleurs acteurs possibles pour représenter leurs différentes régions et leurs différents partis politiques. Bon, étant entendu que nous restons les meilleurs. D'accord. Moi, je dis tout simplement bonjour au nouveau conflit. Parce que le conflit qui va s'installer n'aura pas de nom. Et ça va être très, très difficile. Merci beaucoup. Merci, monsieur Hilaire Zipan, monsieur le président Cyril Sambaka. Merci à vous, Julien Sepo, et bien sûr à l'honorable Marlise Douala-Bell d'avoir accepté d'échanger cet après-midi. Merci d'être resté fidèle. Gilbert Titimbake était derrière les caméras. La réalisation était signée une fois de plus Jean-Martin Kemfak. À la diffusion, bien sûr, on retrouve Roméo Nemangou. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain. Restez sur la télévision du monde. Honorable, on ne va nulle part.